formation qui fait référence, et c'est surtout une force de proposition et d'innovation dans le solaire. Moi, je suis en charge essentiellement du thermique et du solaire thermique. Alors, l'objet de la conférence, c'est se chauffer avec le solaire thermique, c'est le titre. L'objet, c'est de vous montrer, si tant est qu'il est possible de le faire, que le solaire, c'est une énergie propre, décarbonée, qu'elle est bon marché sur le long terme, qu'elle est écologique et qu'elle peut produire la moitié, 30 à 50% de l'énergie française, enfin consomme, pardon. Donc, mon exposé, je vais le faire en 3 parties. La première, c'est pour être sûr qu'on est bien d'accord sur ce dont on parle et qu'est-ce que c'est que le solaire pour ceux qui, je pense que tout le monde est au courant, donc j'irai très vite. Qu'est-ce que c'est que le solaire et la différence entre solaire photovoltaïque et solaire thermique, le solaire haute température et le solaire basse température, et puis un fonctionnement d'une simplicité enfantine. Ça sera la première partie. Une fois qu'on aura ces bases-là, qu'on sera d'accord sur ces bases-là, on fera une deuxième partie qui montrera comment on utilise le solaire thermique dans le résidentiel avec 2 approches qui traversent à la fois les installateurs et puis le débat en France de la rénovation. Une approche liée au budget versus une approche globale selon le scénario de mégawatt. On verra un petit peu les deux. Et puis, dans le solaire thermique en rénovation, on essaiera d'intégrer une logique des systèmes et on verra comment cette approche par les systèmes peut rejoindre à la fois les questions du bâti et à la fois une question d'évolutivité qui paraît extrêmement importante et sur laquelle je reviendrai. Enfin, troisièmement, parce que c'est ça qui vous intéresse, je suppose, je donnerai des exemples de réalisation et des résultats, donc des résultats officiels qui ont été mesurés dans le cadre de campagnes officielles, notamment Solcombi 2 il y a une dizaine d'années, et puis des résultats de ce qu'on fait à Clairlieu et de ce que le solaire thermique permet à Clairlieu, pour terminer sur des renseignements pratiques qui seront complétés par Thibaut Dille de l'ALEC. Et puis, on verra à la fois des questions que vous aurez posées sur les coûts, je suppose, et puis sur toute autre question, qu'elle soit technique, réglementaire, administrative. Et puis, voilà. Donc, on terminera par une séance de questions, si vous le voulez bien. Donc, si ça vous va, on va commencer. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire un petit rappel qui me semble important pour se décentrer de notre position occidentale contemporaine et pour rappeler un petit peu en termes d'énergie quelles sont les énergies avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui, dans le passé et demain. Si vous voyez tout en bas, dans le petit cube tout en bas, on a schématisé la consommation annuelle mondiale d'énergie rapportée aux réserves fossiles et fissiles qu'on voit ici, entre l'uranium, le gaz, le pétrole et le charbon, et à la quantité d'énergie solaire qui arrive sur Terre en un an. Quand on voit ça, on se demande pourquoi on va chercher ailleurs que sur cette énergie-là, puisque manifestement, on devrait avoir largement assez pour notre consommation globale, mondiale, même si elle est intermittente. C'est une énergie de flux renouvelable, décarbonée et qui ne pose pas de problème particulier. Donc, malheureusement, on continue à chercher ailleurs. On verra pourquoi peut-être, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. La deuxième petite remarque que je voulais faire, c'est montrer dans l'histoire de l'humanité que représentait comment les énergies fossiles, la révolution industrielle et la consommation excessive d'énergie fossile qu'on a faite depuis bientôt 2 siècles, 1 siècle et demi à 2 siècles, reste une parenthèse extrêmement étroite dans l'histoire de l'humanité, et comment avant la question du solaire était vraiment centrale puisque c'est elle qui fournit la biomasse et qui permettait de se chauffer également, et comment très certainement après cette période-là, si on est encore vivant et si on n'assistait pas à la 6e extinction des espèces, on restera certainement encore dans une époque solaire. Voilà, c'était pour recentrer le solaire au centre de ce qu'il est, de ce qu'il peut représenter. Et donc, je vais commencer. Alors, quelques explications sur le solaire. Je vais aller très, très vite. Deux grandes familles de solaire. Le solaire photovoltaïque, c'est l'effet Becquerel, découvert au début du 19e siècle, qui produit de l'électricité. En fait, vous avez
le rayonnement solaire qui, sur des semi-conducteurs, produit un courant continu. Donc, ces cellules qu'on a fabriquées et mises dans des panneaux qu'on peut mettre sur du résidentiel ou qu'on peut mettre sur des grandes centrales, est transformé après en courant alternatif et il est transporté via le réseau de transport d'électricité. Et du coup, c'est une source qui peut être à la fois la production et qui peut aussi être autoconsommée directement chez les particuliers. Ça, c'est pour le photovoltaïque. La deuxième grande famille, c'est le solaire thermique. Et l'effet du solaire thermique, c'est l'effet de serre, c'est bien connu. Vous vous mettez dans une voiture, vous fermez les vitres en plein soleil, vous allez vite avoir chaud, c'est ce qui se passe dans le capteur. Donc là, on produit non pas d'électricité, mais de la chaleur. Alors, ces capteurs sont des capteurs plans dans lesquels il y a des tubes dans lesquels circule un liquide ou des capteurs tubulaires. On verra plus tard l'intérêt éventuel de ces capteurs. Et puis, ces capteurs-là, on les pose le plus souvent dans le résidentiel pour faire de l'eau chaude et du chauffage, sachant que, attention, chaque fois qu'on voit un capteur, il faut penser qu'on a c'est la face immergée du système et la face émergée du système. La face immergée, c'est ce qui se trouve le plus souvent à la cave ou dans la chaufferie, et c'est le ballon de stockage et toute l'ingénierie qui va avec. Voilà. Donc, un système solaire, ce n'est pas seulement des panneaux, c'est aussi une ingénierie et du matériel qui va avec. Et ça peut prendre de la place. Voilà sur le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Alors, le solaire thermique, c'est d'abord des applications industrielles à haute température. Quand on dit haute température, on dit au-delà de 300 degrés. Ce sont des capteurs cylindriques ou paraboliques qui permettent de chauffer en convergeant le rayonnement solaire, de chauffer des fluides industriels à des températures qui sont intéressantes parce que le chauffage est relativement simple. À partir du moment où il y a du soleil, on peut chauffer des fluides entre 200 et 300 degrés sans aucun problème. Et c'est pas mal utilisé. Et puis, une autre application, pour ceux qui sont allés à Odeillo ou à Montlouis, dans les Pyrénées-Orientales, c'est le four solaire. Des fours solaires, des petits fours solaires qui existent aussi dans le Maghreb pour aider à faire cuire de la poterie. Donc, ce sont des applications qui utilisent la chaleur pour chauffer ou pour cuire, sachant que le four solaire de Montlouis, par exemple, atteint 3000 degrés et peut faire fondre un rail de chemin de fer en 10 minutes. Il n'y a guère que l'électricité qui est capable de faire ça en dehors de solaire thermique. Voilà, donc ça, c'est la haute température. Et puis, une dernière application, PS20 en Espagne, PS20 et PS10 qu'on voit sur la photo, ce sont alors des applications thermiques, mais pas tout à fait. Ce sont des applications thermodynamiques, c'est-à-dire qu'on capte la chaleur avec des héliostats qui sont des miroirs orientables qui renvoient les rayons du solaire sur le haut d'une tour dans laquelle passe un fluide qui va être à très haute pression et chauffer entre 800 et 1000 degrés et qui va se transformer en vapeur. On va stocker la vapeur sous très forte pression. Et cette vapeur, quand elle est ressortie, c'est une machine à vapeur qui fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Alors vous allez me dire pourquoi produire de l'électricité avec du solaire thermique alors qu'on peut le faire avec du photovoltaïque? Simplement parce que le rendement de la centrale PS20 en Espagne, près de Séville, elle est d'à peu près 30%. Le rendement solaire, c'est-à-dire que 30% du rayonnement solaire est transformé en énergie utile. Le rendement d'un système photovoltaïque, il est inférieur à 20%. Et du coup, on a besoin de beaucoup moins de surface, on a des rendements qui sont bien meilleurs qu'avec du photovoltaïque. Voilà. Alors, ça, c'est les applications industrielles et c'est les applications en haute température. Alors, PS20, il existe des centrales aux États-Unis qui sont gigantesques, qui font 10 à 15 fois cette taille-là, donc ils vont jusqu'à 400 mégawatts. Mais en Espagne, la plus grosse est à 30 mégawatts. Et du coup, elle fournit l'électricité 365 jours par an à peu près 25 à 30 000 habitants. Voilà, complètement décarboné. Alors, dans le résidentiel, on travaille en basse température, mais attention, ce n'est pas parce qu'on dit basse température que ça ne chauffe pas quand même, on peut se brûler, puisqu'on peut monter, on le verra, sur des températures jusqu'à 180 à 200 degrés dans le résidentiel.
Alors, on s'en sert pourquoi? On s'en sert pour chauffer des piscines. Là, le principe est très simple, hein, c'est ce qu'on appelle un tapis moquette. C'est un tube, une série de tubes en polyéthylène noir dans lequel passe l'eau de la piscine et qui chauffe au soleil et qui restitue cette chaleur-là à la piscine. Ça marche très très bien dans le sud ou même chez nous. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça chauffe et les rendements sont plutôt bons quand on travaille à des températures très basses, c'est-à-dire entre 20 et 30 degrés, les températures d'eau de la piscine. Le solaire thermique, dans le résidentiel, on s'en sert aussi pour préparer son eau chaude. Donc là, on met un capteur ou on met deux capteurs éventuellement. À droite, sur la photo, ce sont des séries de... C'est un petit collectif avec différents appartements. Et toujours, on a un ballon de stockage parce que l'énergie solaire est intermittente et que la nuit ou quand il n'y a pas de soleil, on a aussi besoin d'eau chaude. Donc, on a à la fois le capteur et à la fois le ballon. Voilà pour l'eau chaude. Et puis, bien sûr, dans le résidentiel, on peut en faire du chauffage. Alors, avant le chauffage, c'était des ballons qui faisaient, des gros ballons, qui faisaient 1000 litres ou plus, avec beaucoup de capteurs. Aujourd'hui, c'est des plus petits ballons qui font 500 litres avec 3 ou 4 capteurs et c'est largement suffisant, mais on fonctionne différemment. Voilà un petit peu pour cette première approche du solaire thermique dans le résidentiel. Alors, comment ça marche le solaire thermique en résidentiel? C'est assez simple. On a un capteur. En général, il est sur le toit. En tout cas, il est exposé au soleil, si possible le sud, mais entre est et ouest, ça marche bien. L'inclinaison du capteur, elle n'est pas très importante. Elle est normalement 15 degrés de moins que la latitude. Non, 15 degrés de plus que la latitude, excusez-moi, pour être optimal sur l'année, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. On comprend bien que pour faire de l'eau chaude dans un camping, c'est l'été qu'on va avoir besoin de l'eau chaude, donc on va incliner moins les capteurs pour que le soleil soit perpendiculaire à ces capteurs-là. Et quand on veut faire du chauffage, on va essayer de les incliner plus pour que le soleil soit perpendiculaire et que l'incidence soit meilleure. C'est-à-dire que la quantité d'énergie qui arrive sur le capteur soit maximale. Ce capteur, donc, dans lequel se trouve un liquide, va chauffer. Et puis, simplement, on a un petit régulateur qui va comparer la température dans le capteur avec la température dans le bas du ballon. Et chaque fois que la température sera supérieure dans le capteur, on va décharger le capteur, envoyer cette chaleur dans le ballon à travers un serpentin, c'est-à-dire un échangeur comme ça en boucle, au contact de l'eau, qui va céder sa chaleur à l'eau et le liquide va repartir dans le capteur pour se faire réchauffer. Et puis, quand il n'y a plus assez de soleil ou quand le ballon est trop chaud ou quand le ballon, quand le capteur est moins chaud que le ballon, eh bien, on arrête le régulateur et on ne refroidit jamais le capteur. Voilà, c'est tout simple. Et comme ça, l'eau chaude a une propriété physique particulière, c'est qu'elle est plus légère que l'eau froide, donc elle monte, et donc en haut, on va puiser notre eau chaude, et l'eau chaude monte naturellement. L'eau froide qu'on ramène quand on tire de l'eau chaude se fait à nouveau chauffer par le solaire, et si ce n'est pas suffisant, parce que c'est la nuit, parce qu'on a un tirage, parce qu'il fait moche pendant plusieurs jours, parce qu'il y a de la neige sur le toit, ou parce qu'il fait nuit, eh bien, on a un appoint électrique, une résistance électrique, ou un appoint par système de chauffage à eau dans un second serpentin qui va venir compléter ce préchauffage de l'eau s'il y a besoin et uniquement s'il y a besoin. Voilà, donc ça c'est le principe du chauffe-eau solaire, mais c'est aussi le principe du chauffage solaire. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui, c'est bon, tout va bien. On continue? On continue, c'est bon. Il y a des nouveaux qui arrivent, donc voilà. Il y a juste une question. Est-ce que la présentation sera disponible à la fin de la présentation? Alors, oui, j'ai 2-3 slides qu'il faudra que j'enlève, mais je ferai un PDF que je transmettrai à Paul. Et oui, elle sera disponible. Hein. Sur cette Merci. première partie, par exemple, elle sera disponible. Il y a juste, à un moment donné, des choses un peu sensibles qui ne m'appartiennent pas à moi seul. Mais ça, je vous le dirai. Mais oui, ça sera disponible.
Bon, je vais donc attaquer la deuxième partie, si vous voulez bien. Donc, les approches en résidentiel. Aujourd'hui, on a le solaire thermique est traversé par deux grandes approches. Mais il n'y a pas que le solaire thermique. C'est toute la rénovation qui est également traversée par ces deux approches. La première, c'est une approche qui est centrée sur le budget et on est sur un rapport où on va chercher à optimiser son budget et à faire ce qui est le plus rentable, indépendamment de ce qu'il faudrait faire dans une vision plus globale. Donc, pour le solaire, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux faire du solaire qu'isoler parce que c'est moins cher et ça rapporte plus. Alors, c'est vrai que si vous faites une isolation extérieure d'un pavillon, vous en avez pour quelques dizaines de milliers d'euros. Si vous faites du solaire, ça sera moins cher et que vous allez diviser votre facture énergétique par 2, voire au-delà. C'est techniquement possible. Sauf que c'est un raisonnement qui ne tient pas bien longtemps, parce que quand il n'y a pas de soleil, c'est l'appoint qui fonctionne à plein régime, et cet appoint, il fonctionne dans une maison non rénovée. Et si cette maison est non rénovée, alors la consommation, elle est importante, elle est supérieure à ce qu'elle devrait être s'il était rénové. Donc la consommation, elle reste importante dans les moments où il n'y a pas de soleil, où on n'a pas pu stocker, et la pollution qui va avec, c'est-à-dire l'émission de CO2 qui va avec, dès qu'il y a utilisation d'énergie, il y a émission de CO2. Donc, toute cette pollution qui va avec, elle est bien plus importante que si on avait rénové. Donc, ce raisonnement-là, c'est une approche qui est purement individuelle et qui ne prend absolument pas en compte la nécessaire réduction des émissions de CO2 je dirais, du changement climatique, face au changement climatique. Donc, c'est vraiment important, quand on rénove, de ne pas seulement penser à son propre habitat, mais aussi de remettre ses propres choix dans une perspective collective, alors du territoire et bien au-delà, pour voir que ce qu'on fait, si ça nous est utile, au moins que ça ne soit pas nuisible, ou en tout cas pas inutile, ni nuisible, ni au territoire, ni, je dirais, au climat. Donc, le discours qui dit il faut faire du solaire, c'est moins cher qu'isoler, c'est un discours qui repose sur le court terme de toute façon, qui ne résiste pas à l'analyse du coût de l'évolution, enfin, à l'analyse de l'évolution du coût de l'énergie, puisque si vous faites 50% d'économie aujourd'hui, mais qu'il vous reste 50% de consommation, dans 5 ans ou dans 10 ans, vous allez retrouver ce même budget. Voilà, on ne vide pas... on ne vide pas une passoire qui trempe dans une baignoire avec un gobelet, on bouche les trous, ça paraît une évidence, et seulement après, on vide cette passoire. Donc, on ne reste pas dans une passoire quand on est au milieu d'un océan. On ferme cette passoire, c'est la première chose, donc on isole. Puis la deuxième approche, c'est la même, elle traverse le solaire de la même façon qu'elle traverse l'approche de la rénovation, c'est l'approche globale qui est issue je dirais, ou qui se calque sur le scénario négawatt avec la sobriété, donc les usages, l'efficacité, et donc ici la rénovation du bâti, et puis les énergies renouvelables. Et donc, la priorité dans l'approche globale, dans l'approche que je défends moi, c'est priorité à l'isolation, et une isolation performante, une isolation de niveau BBC à minima. Donc, dans un premier temps, c'est cette seule isolation qui est capable de faire baisser les émissions de CO2 liées aux consommations. Et donc, il faut travailler à la rénovation du bâti. Avant de faire du solaire, il faut travailler à la rénovation du bâti. Et dans le cadre de l'efficacité, du scénario négawatt, il faut aussi travailler sur l'efficacité des systèmes, c'est extrêmement important. Et il faut penser en termes de système et pas seulement en termes d'appareil. Alors, je sais bien que c'est compliqué, mais il faut vraiment concevoir les systèmes en fonction du bâti. Et on verra que nécessairement, ces systèmes ils vont devoir évoluer parce que le bâti va évoluer. Quand on rénove, le bâti il évolue et il faut que les systèmes puissent évoluer avec. Sinon,
on prend un appareil et chaque fois qu'on fait une opération, on jette cet appareil, on en met un autre. Alors, c'est sûr que ça fait marcher le business, mais en termes d'énergie grise et de CO2, je ne pense pas que ce soit terrible. Et on verra que si on travaille sur la rénovation du bâti correctement, si on approche les systèmes globalement, alors le solaire va devenir incontournable comme énergie renouvelable et on se demande pourquoi, on va vite se demander pourquoi il n'y en a pas plus. Cette approche globale, elle va nous conduire à une approche système. Cette approche système, déjà, on va définir ce que sont les systèmes, ce que moi j'appelle les systèmes. Alors les systèmes, ce n'est pas seulement les appareils, c'est aussi les modes de fonctionnement et les usages qui vont avec. Donc les systèmes, c'est l'ensemble des éléments, appareils, modes de fonctionnement et usages qui permettent de produire de la chaleur pour le chauffage, de produire de l'eau chaude sanitaire, de ventiler et de rafraîchir. Alors pour rafraîchir, si on pense appareil, on pense clim. Mais si on pense mode de fonctionnement, on pense volet fermé, ventilation nocturne, et quelquefois ça suffit. Donc c'est bien l'articulation des modes de fonctionnement et des appareils qui forment le système. Et le système, ce n'est pas seulement une technicité d'appareil, c'est aussi un usage et c'est aussi son mode de fonctionnement et l'intégration de ce mode de fonctionnement et d'usage à travers tous ces appareils. C'est ça qui forme le système. Donc, c'est ce système-là qu'il faut envisager dans un bâtiment et ce n'est pas un appareil ou un autre. OK ? Et donc, tout l'enjeu, c'est de changer d'approche. C'est de passer d'une approche budget, où j'ai X milliers de francs, je regarde à quoi me conduisent les aides de l'État, donc vers quel appareil elles me conduisent ou vers quelle énergie elles me conduisent, et passer de cette approche-là, qui est une approche très ponctuelle et qui ne résoudra pas le problème de la résidence, du bâti, c'est de passer de cette approche-là à une approche système. Alors, dans l'approche système, il y a un objectif et un seul. Dans l'approche, je fais un parallèle avec l'approche du bâti. Quand on rénove le bâti, on a un objectif, c'est d'arriver au BBC. Donc, de la même façon que dans l'approche bâti, la cible de l'approche, c'est le BBC, là, dans l'approche système, il y a une cible et une seule, c'est le 100% énergie renouvelable. Donc, la seule question qui vaille de se poser, c'est comment est-ce que mon système va devenir 100% énergie renouvelable? On l'accepte pour le bâti. On dit bien, le bâti, il faut qu'il devienne BBC. Donc, tout ce qu'on va faire va conduire à amener le bâti au BBC. Tout ce qu'on va faire dans les systèmes va conduire à amener le système au 100% énergie renouvelable. Le reste, ce n'est pas tenable sur de long terme. Ça va? Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais alors, comment on fait? Comment on fait? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Octave, alors Clairlieu et Ecodéfi, bien évidemment, avec la SEM Octave. Octave, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément de la région Grand Est, c'est une société d'économie mixte créée par la région Grand Est pour faire la promotion et mettre en œuvre une rénovation globale et performante du bâti résidentiel. Donc, avec Octave, avec un bureau d'études, Cogenest, donc Nicolas Bonnel, et avec Technosolar, un groupe d'installateurs volontaires, on a travaillé sur justement cette approche système dans la rénovation pour voir comment on pouvait procéder. Et ce groupe de travail qui s'est réuni depuis 1 an et puis qui continue à travailler, il a amené un certain nombre de conclusions. La première, c'est que dans les systèmes, il faut absolument prévoir une évolutivité parce que les besoins du bâti vont changer, soit parce qu'on va le rénover par étapes, soit parce que les conditions climatiques vont changer. Donc, cette évolutivité, elle est nécessaire par rapport au changement des besoins. Mais elle est aussi nécessaire par rapport au changement des usages, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir
un couple avec 2 enfants dans la maison, ou dans la maison, on va dire, dans le pavillon. Et puis, vous pourrez avoir après 2 personnes âgées dans ce même pavillon, et puis à nouveau, 20 ans après, c'est ce qui se passe à Clerlieu, 5 enfants avec un couple jeune. On ne va pas changer les systèmes à chaque fois. Ça paraît une évidence. Sauf que si on ne pense pas le système en termes d'évolutivité, mais on va bien être obligé de le changer, ce système et ces appareils. Donc, c'est extrêmement important. L'évolutivité est sans doute la chose la plus importante dans l'approche système. Et enfin, l'évolutivité, elle est nécessaire parce que l'énergie, aujourd'hui, on chauffe majoritairement encore avec du gaz ou du fioul, un peu d'élec, peu de bois, mais demain ou dans 10 ans, je ne sais pas à quoi on chauffera, et il faut prévoir que les énergies vont changer. Donc, ce n'est pas un appareil qui va faire le système. L'appareil, il n'est pas évolutif. L'appareil, il est coincé dans je dirais, l'énergie pour laquelle il a été conçu, et ça, ce n'est pas une source d'évolutivité. Ça, c'était la première conclusion de ce groupe de travail. La seconde conclusion, c'est pour des raisons environnementales et de préservation à la fois de la planète et des matières premières, ce qu'il faut dans un système, c'est conserver tout ce qui peut l'être et l'intégrer dans une démarche évolutive. Alors, ça va complètement à l'encontre des aides actuelles où on nous dit « jetez votre chaudière fioul et rachetez un autre appareil et on vous payera cet appareil. Jetez-le. » Alors, je veux bien, mais je ne suis pas sûr qu'en termes d'énergie grise et en termes de CO2, on soit très efficace. Et donc, suite à ces 2 conclusions, le groupe a dit aujourd'hui, ça ne suffit pas, il faut lister des solutions. Donc, on a listé des solutions, et ces solutions, on les a regroupées dans ce qu'on appelle les SEMPER. SEMPER, en latin, ça veut dire toujours, donc à chaque fois, ça marche, on le pense. Et SEMPER, c'est aussi l'acronyme de Système énergétique mixte ou Solution énergétique mixte pour énergie renouvelable. Quelle que soit l'énergie de départ, quelles que soient les évolutions possibles, vers un 100% d'énergie renouvelable, on a une solution énergétique mixte, avec, encore une fois, du solaire thermique qui s'impose très naturellement dans ces schémas-là. Voilà, donc les SEMPER, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Alors ça, le tableau-là, je ne vous le donnerai pas parce qu'on y travaille encore, avec Octave notamment, dans ce groupe de travail, mais en gros, vous avez ici l'entrée par énergie, granulés, bois, gaz, fioul, électricité, réseau de chaleur, solaire. Et puis, vous conservez pas vos appareils. Vous avez un choix de ventilation, un choix au nom de rafraîchissement. Et à la fin, vous sortez une solution énergétique mixte qui marche. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Elles sont évolutives. Il y en a 17 actuellement. Et on couvre, je crois, l'ensemble de ce qu'il est possible de penser en résidentiel. Alors, ce n'est pas des solutions abstraites. À chaque fois, ces solutions-là, elles ont été testées par un ou l'autre membre de ce groupe de travail. Elles existent. On peut aller les voir, on peut les appareiller, on a un retour d'expérience dessus, et ce n'est pas un truc d'apprenti sorcier. Ce sont des solutions qui marchent, qui sont fonctionnelles, avec des matériels qui sont décrits. OK? Donc, voilà les SEMPER. Alors, dans ces solutions, là, dans ces 17 solutions actuellement, qui sont déclinables de différentes façons, mais 17 solutions principales, on a retrouvé au cœur de ces systèmes un ballon multi-énergie. Alors, ce ballon multi-énergie, qu'est-ce que c'est? C'est un ballon 500, 600, 750 litres, on va rarement au-delà, sauf quand on travaille avec du bois, bûche. Et ces ballons, c'est des ballons qui servent à différentes choses. Alors, c'est des drôles de ballons. Vous voyez ici, en vrai, un ballon. Ici, sa représentation graphique. Là, son schéma. Et puis là, la doc commerciale de ce même ballon. Ce ballon, il est séparé en 3 échangeurs. Vous avez un échangeur principal, le orange, là, sur ce schéma,
qui est l'échangeur sanitaire. Il fait de l'eau chaude. Vous rentrez de l'eau froide en bas, et au fur et à mesure que vous tirez de l'eau chaude, elle se réchauffe et vous sortez de l'eau chaude. Donc, c'est un ballon d'eau chaude. C'est aussi un ballon solaire. Dans cette zone en bas, on a un échangeur qu'on voit dessiné ici, qui est un échangeur qui est réservé au solaire. Donc, c'est un ballon sur lequel on peut brancher des capteurs solaires et qui peut chauffer l'ensemble. Donc, vous comprenez bien que ce ballon qui chauffe, il va pouvoir nous chauffer ce serpentin-là et puis toute cette zone-là, tout ce haut de ce ballon. Alors, dans la zone médiane du milieu, on a entre les deux échangeurs une zone qui est réservée au chauffage. C'est une zone qui est plus chaude que la partie basse ici qui est froide, parce qu'on rentre de l'eau froide chaque fois qu'on... Rénovation de notre bâti, entre eux, extérieur, qui peut être accordé à une chaudière, par exemple, et pour faire de l'eau chaude, alors que là, à haute température, à plus haute température, c'est-à-dire au-delà de 45, 50, 55, 60 degrés, voire 60, pas au-delà de 65, on mitige après pour ne pas se brûler. Donc voilà comment sont conçus ces ballons. Et puis on a plein de piquages. Ben, ces piquages, à quoi ils servent? Ben, ils servent à connecter tous les appareils. Alors, premièrement, on l'a dit, dans l'approche système, est-ce qu'on conserve l'existant? Alors oui, on conserve l'existant, sauf quand on a affaire à des choses comme ça, les chaudières fuel qu'on retrouve au fond de grange, qui ont 45 ans, qui sont rouillées de partout, qui fuient par le petit pot, et ça, on ne conserve pas. Quoi. Okay, mais autrement, même si c'est une chaudière fuel, il y a des chaudières fuel qui marchent très très bien aujourd'hui, qui ont été changées il y a quelques années, malheureusement, ou des chaudières gaz, et on ne va pas tout jeter sous prétexte qu'il faut virer le gaz ou le fuel, parce qu'en même temps, on jette une quantité de fonte et une quantité d'énergie grise impressionnante, alors que cette quantité-là pourrait tout à fait servir encore longtemps ou servir encore un petit peu le temps de la rénovation, par exemple. Alors, cette chaudière, si on peut la garder, on va la garder, on va la connecter sur ce ballon. Puis, on va connecter aussi les radiateurs existants ou le plancher chauffant, ou les deux. Hein. Ces ballons permettent de brancher les deux. Et donc, le même système de chauffage qui existait. Et puis, on va faire l'eau chaude. De la même façon, on va brancher l'eau froide sur le ballon. Et puis, comme la chaudière va chauffer, on va chauffer l'eau chaude. Alors, vous me direz quel est l'intérêt de mettre ce ballon si on en reste là. On avait autant partir en direct. Sauf qu'à partir du moment où on va commencer à rénover, on va avoir moins de besoins dans la maison. Et la chaudière fuel ou la chaudière gaz, si on a moins de besoins, et si elle n'est pas modulante, c'est-à-dire que ce n'est pas la condensation notamment, elle va être trop puissante. Donc, elle va démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. C'est une catastrophe en termes de rendement. Au démarrage, les rendements sont catastrophiques et c'est une catastrophe pour cet appareil qui va mourir très vite de sa belle mort. Alors, tant mieux, on le remplacera, si possible, par les énergies renouvelables, mais chaque fois qu'on jette quelque chose, c'est autant d'énergie qui passe à la trappe. Donc, ce ballon, il va nous permettre d'avoir des cycles de chauffage pour cette chaudière, qui n'est plus toute neuve, mais qui est quand même performante, et qui va nous permettre de résister et de commencer à chauffer. Et chauffer avec un rendement qui est bon, c'est-à-dire qui est maintenant au-delà de 90%, hein, sinon on ne garde pas ces chaudières, et qui va nous permettre d'accumuler pour éviter les cycles courts de ces chaudières. Alors l'intérêt, c'est évidemment, dès qu'on peut, d'y connecter du solaire, parce que le ballon il est déjà prêt, et si on y connecte du solaire, déjà l'eau chaude 6 mois par an, elle sera faite, et puis chaque fois qu'on aura une journée comme aujourd'hui, avec un grand soleil, même s'il fait -5 dehors, le solaire, aujourd'hui, il est monté entre 40 et 50 degrés. Et dans une maison rénovée, il suffit largement à faire tout le chauffage
et accumuler suffisamment d'énergie dans les murs pour avoir chaud toute la nuit, rien qu'avec le solaire. Voilà. Alors, malheureusement, on n'a pas des journées comme aujourd'hui tout le temps. Et puis, dernière solution sur ce ballon, c'est d'y connecter des appoints autres. Alors, ça peut être une pompe à chaleur, mais ça peut être aussi du bois ou du granulé. Ici, c'est un petit poêle à granulé. Le propriétaire se reconnaîtra peut-être. C'est un poêle existant. Et donc, ce poêle, il est raccordé au ballon et il va chauffer. Et il est raccordé avec 2 tuyaux, c'est des poêles hydrauliques et qui sont dans la salle à manger. Vous avez la flamme, mais en même temps, ça vous chauffe le ballon. Et donc, ce poêle-là, chaque fois qu'il tourne, il évite à la chaudière fioul de tourner. Et bien sûr, l'idée, c'est qu'à terme, sans avoir tout changé, eh bien, quand la maison est rénovée, on se passe du fioul et on est bien sur un système 100% énergie renouvelable. Voilà. OK ? Donc, ça, c'était pour la compréhension. Derrière, dans les SEMPER, avec le groupe de travail, on a bien évidemment, avec tous les ballons qui ont été agréés par Octave, dans le cadre de ce travail-là, tous les schémas qui vont avec pour les chauffagistes, avec tous les schémas hydrauliques et l'ensemble des éléments, y compris les régulations qui vont bien. Voilà, donc ça, c'est un travail qui permet donc, une approche différente des systèmes, une approche évolutive qui se cale sur la rénovation du bâti, qui malheureusement est parfois par étapes. Je dis malheureusement parce que je suis un des grands défenseurs de la rénovation globale performante et en une seule fois, mais la réalité n'est pas celle-là. Et donc, dans la réalité, ce type d'approche permet de se caler sur cette rénovation en augmentant la part d'énergie renouvelable chaque fois qu'on diminue les consommations et chaque fois avec l'idée qu'à la fin, on est 100% énergie renouvelable et qu'on n'a plus besoin d'énergie fossile, voire d'énergie fissile pour chauffer. Voilà. Donc ça, c'est un certain nombre de choses qui appartiennent à Octave, donc je ne mettrai peut-être pas tout ça. Je verrai avec Octave si je peux diffuser maintenant ou si on attend encore un peu. Voilà pour ça. Donc, très clair, c'est très clair, Francis. Est-ce qu'on ferait quelques questions déjà, peut-être? Prendre quelques questions? Alors, juste une toute petite conclusion sur cette partie-là, on traite les questions, si tu veux bien, Paul. Oui. Alors, l'approche par le système, on est bien dans une stratégie évolutive. Et en gros, si on veut résumer, c'est on prévoit le solaire au service de la rénovation. Et donc, des questions, et je continue après. Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Questions ou des remarques. Moi, je pense que ça a été très clair tout ce que tu as dit. Alors, donc, si on comprend bien, tu traites en même temps le solaire et la rénovation. On fait en parallèle. C'est-à-dire que le solaire, c'est une énergie parmi d'autres, mais à terme, c'est une énergie qui, on va le voir juste après à Clerlieu, va fournir 50% de la chaleur de la maison rénovée en termes d'eau chaude et de chauffage. Donc, la moitié de l'énergie peut être faite du bâtiment, peut être faite à terme par du solaire thermique, avec 4 capteurs et un ballon de 500 litres, ou 3 capteurs et un ballon de 500 litres, entre 8 et 10 mètres carrés, un ballon de 500 litres. Simplement, si on raisonne en termes de solaire indépendamment de la rénovation, si je mets un petit système sur une maison qui n'est pas rénovée, je vais faire 10% de la consommation. Et ça OK, je peux les faire, je me fais plaisir, mais ce n'est pas ça qui va limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il vaut bien mieux isoler. Je serai beaucoup plus efficace du point de vue de l'émission des gaz à effet de serre et du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique qu'en mettant du solaire. Il faut être sérieux. Maintenant, ce n'est pas parce que je vais isoler que je ne vais pas mettre du solaire, et les systèmes, ce n'est pas la variable d'ajustement de la rénovation. Les systèmes, ça se pense comme la rénovation. Et ça se pense pour arriver au 100% énergie renouvelable. Sinon, après, on n'y sera jamais au 100% énergie renouvelable. Donc, ce qu'il faut, c'est bien trouver un moyen d'entamer une stratégie évolutive qui va nous permettre, sans rien jeter, en conservant tout ce qu'on peut et en diminuant la part d'énergie fossile et fissile, d'aller vers du renouvelable. La solution, c'est le ballon multi-énergie.
très clairement, le groupe de travail, il dit, c'est ce ballon-là, avec ce ballon-là, voilà. Alors, si on a les moyens de mettre tout de suite une chaudière à granulés avec un petit solaire, et ben on met la chaudière à granulés avec un petit solaire, sauf qu'on est dans des budgets qui sont relativement conséquents et ce n'est pas à la portée de tout le monde du premier coup. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde qu'on va aller se réfugier dans un appareil qui est subventionné et qu'on jettera au bout de 10 ans ou 5 ans ou moins, parce qu'on ne pourra plus payer. Donc, je veux dire, il faut bien raisonner globalement sur les systèmes et articuler ces systèmes-là, ce raisonnement-là, avec le niveau de performance du bâti. Les systèmes, c'est là pour chauffer, produire de l'eau chaude, ventiler, rafraîchir. Ce n'est pas une soie en fin, le système. Et l'appareil est un élément du système, ce n'est pas un appareil central. On ne raisonne pas rénovation en termes d'appareil. C'est une erreur intellectuelle. On raisonne en termes de stratégie de systèmes qui vont avec le bâti. Très bien. Alors, il y a une petite question, Maxime, tu as une question sur le fil peut-être? Oui, alors il y a deux questions là, par rapport au chauffage hybride, aux panneaux hybrides. Est-ce que ça peut fonctionner aussi avec, par exemple, des panneaux hybrides qui récupèrent à la fois la chaleur et font du photovoltaïque, donc de l'électricité? Et une autre question, peut-être un peu plus sur la provenance des panneaux. Est-ce que du coup, les panneaux photovoltaïques viennent en général de Chine? Est-ce que les panneaux solaires sont fabriqués en France? Alors, je vais prendre la deuxième et puis je finirai par la première. Alors, les panneaux solaires thermiques, on avait, nous, deux fabricants français, Giordano, près d'Aix, Aix-en-Provence, et puis Clipsol, près de Chambéry, qui ont été rachetés, Giordano par EDF, Clipsol par Engie, et les deux entités ont fermé ces usines de panneaux solaires parce que ce n'était pas rentable. Donc, il y a des petites unités en Vendée notamment, enfin dans l'Ouest, des petites unités de fabrication de solaire thermique, mais très clairement, la majorité des panneaux thermiques, c'est les Allemands. Parce que les Allemands, ils ont posé à peu près 10 fois plus de thermique que nous, ils en posaient partout. Quand nous, on posait 5000 m², ils en posaient 50 000. Et donc, c'est, je dirais, essentiellement de fabrication allemande. Alors, on a à Folquemont une usine qui fabrique, donc à 50 km d'ici, de Nancy, à vol d'oiseau, une usine qui fabrique des panneaux solaires. C'est un fabricant allemand qui s'appelle Wiesmann, pour ne pas le nommer, qui fabrique lui-même ces panneaux. Ils sont fabriqués à Folquemont. Donc, on peut acheter des panneaux français. Le panneau allemand est en moyenne 2 à 3 fois moins cher que le panneau français. C'est une réalité pour je dirais, pour une fabrication européenne et pour des performances qui sont au moins égales, sinon supérieures, dans certains cas. On a des prix qui n'ont rien à voir. Alors, moi, c'est très clair, dans les pratiques que j'ai, je n'achèterai pas un panneau chinois. Il y a des panneaux chinois. Donc, les panneaux en tube de verre sous vide, c'est du borosilicate et la jonction cuivre-verre, elle est faite à 99% en Chine. Donc, c'est des panneaux qui viennent de Chine. Les panneaux tubulaires viennent de Chine. Les panneaux plans, les capteurs plans, tels qu'on les connaît, les panneaux classiques, ils viennent d'Europe, d'Allemagne, quelques-uns de Turquie, mais quelques rares viennent de France. L'essentiel vient d'Allemagne. Maintenant, sur les panneaux hybrides. Alors, en France, on a la mémoire de la recherche courte, puisqu'en 1999, l'ASDER, qui est une association de développement des énergies renouvelables, a fait une étude pour le compte de l'ADEME, un prébat, sur les panneaux hybrides. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'était un système qui ne pouvait pas marcher physiquement, qui est limité par la température. Quand vous montez trop en température dans le capteur, votre rendement photovoltaïque baisse, donc c'est quelque chose qui ne marche pas. Quand un constructeur qui a maintenant quasiment le monopole en France est venu nous trouver à Technosolar, on lui a rappelé
qui avait eu cette étude faite notamment par Jean-Philippe Lansard, un membre de Technosolar à l'époque, et ils ont dit, c'est pas grave, ça se vendra commercialement. Donc, aujourd'hui, si vous mettez un panneau comme ça, vous ne ferez même pas d'eau chaude l'été. Donc, dans le sud, les gens les démontent pour faire de l'eau chaude. Alors, si vous voulez faire du photovoltaïque, vous faites du photovoltaïque. Si vous voulez faire du thermique, vous faites du thermique. Mais vous ne mettez pas les deux. C'est un non-sens. Physiquement, ça ne peut pas marcher. Très bien. Est-ce que j'ai répondu aux deux questions? On va peut-être continuer ta présentation, puis les questions, on les garde en attente. Il y en a d'autres, mais on va les prendre pour la fin, peut-être après encore. OK. Alors, des exemples. Alors, des exemples mesurés dans le programme Solcombi 2. Alors, le programme Solcombi 2, c'est un programme européen qui a mesuré la chaleur solaire. Donc, c'était un programme qui a défini dans la tâche 26 des choses un peu plus compliquées. Donc, je vais y revenir. Alors, voilà un exemple d'une installation qui a été appareillée dans le cadre de Solcombi 2. C'est un système solaire combiné de 7 mètres carrés. Vous avez 3 panneaux sur un toit, avec une chaudière gaz à condensation qui est intégrée dans le ballon. C'est dans la banlieue de Nancy. Je crois que la dame propriétaire était inscrite là. Donc, je la salue bien s'il est là. Et donc, les résultats de cette installation mesurée ont montré une économie de 40% par rapport à une chaudière classique. Supérieure à 40%. La première année, c'est une année où il y avait eu particulièrement du soleil, on avait dépassé les 50% d'économie, mais après, on a tourné entre 40 et 45. Voilà. Une deuxième installation, là, qui fait 7 mètres carrés aussi, avec des capteurs intégrés, chaudière gaz à condensation externe. On la voit sur le côté, là, elle n'est pas carrossée, mais on la voit contre le mur. Dans la banlieue de Nancy également, à la même époque, il y a une dizaine d'années, a montré qu'on pouvait générer avec 7 mètres carrés de panneaux et une chaudière correcte, 35% d'économie par rapport à une consommation normale. Voilà, ça, c'est des choses qui ont été mesurées. Alors, elles ont été mesurées, c'est les petits points bleus sur le Combi 2, puis après, le vert, ça s'est rajouté après, c'est un nouveau fabricant français de système solaire combiné. Mais vous voyez, les deux installations que je vous ai montrées, elles se situent là. Donc, elles sont à peu près sur 50% de ce qu'on appelle la fraction solarisable des consommations et 40% en gros d'économie par rapport à l'énergie finale, donc le gaz ou l'électricité. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse fraction solarisable des consommations? C'était défini dans le cadre de la tâche 26 de l'Agence internationale de l'énergie. Et c'est en gros ce qui définit ce que le solaire peut faire économiser. Ce n'est pas seulement ce qu'il produit, mais c'est ce qui va faire économiser en évitant leur allumage d'un appareil. Alors, c'est beaucoup plus important quand vous êtes sur du bois. Si vous évitez de rallumer une fois votre poêle à bois, vous allez gagner beaucoup plus en énergie que si vous évitez de rallumer une chaudière gaz, parce que l'inertie est beaucoup plus importante et la perte est beaucoup plus importante. Okay. Donc, la fraction solarisable des consommations, c'est une proposition et d'innovation dans le solaire, à la fois au CSTB et dans les instances partenariales du solaire. Voilà, alors moi je suis en charge essentiellement du thermique et du solaire thermique. Alors, l'objet de la conférence, c'est s'échauffer avec le solaire thermique, c'est le titre. L'objet, c'est de vous montrer, si tant est qu'il est possible de le faire, que le solaire, c'est une énergie propre, décarbonée, qu'elle est bon marché sur le long terme, qu'elle est écologique et qu'elle peut produire la moitié de la chaleur du résidentiel, ce qui est énorme quand on sait que cette chaleur-là produit, enfin, en tout cas que le bâtiment produit entre 40 et 50% de l'énergie française, quoi. Enfin consomme, pardon. Donc, mon exposé, je vais le faire en 3 parties. La première, c'est pour être sûr qu'on est bien d'accord sur ce dont on parle et qu'est-ce que c'est que le solaire pour ceux qui, je pense que tout le monde est au courant, donc j'irai très vite. Qu'est-ce que c'est que le solaire et la différence entre solaire photovoltaïque et solaire thermique, le solaire haute température et le solaire basse température, et puis un fonctionnement
d'une simplicité enfantine. Ça sera la première partie. Une fois qu'on aura ces bases-là, qu'on sera d'accord sur ces bases-là, on fera une deuxième partie qui montrera comment on utilise le solaire thermique dans le résidentiel avec deux approches qui traversent à la fois les installateurs et puis le débat en France de la rénovation. Une approche liée au budget versus une approche globale selon le scénario de mégawatt. On verra un petit peu les deux. Et puis, dans le solaire thermique en rénovation, on essaiera d'intégrer une logique des systèmes et on verra comment cette approche par les systèmes peut rejoindre à la fois les questions du bâti et à la fois une question d'évolutivité qui paraît extrêmement importante et sur laquelle je reviendrai. Enfin, troisièmement, parce que c'est ça qui vous intéresse, je suppose, je donnerai des exemples de réalisation et des résultats, donc des résultats officiels qui ont été mesurés dans le cadre de campagnes officielles, notamment Solcombi 2 il y a une dizaine d'années, et puis des résultats de ce qu'on fait à Clairlieu et de ce que le solaire thermique permet à Clairlieu, pour terminer sur des renseignements pratiques qui seront complétés par Thibaut Dille de l'ALEC. Et puis, on verra à la fois des questions que vous aurez posées sur les coûts, je suppose, et puis sur toute autre question, qu'elle soit technique, réglementaire, administrative. Et puis, voilà. Donc, on terminera par une séance de questions, si vous le voulez bien. Donc, si ça vous va, on va commencer. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire un petit rappel qui me semble important pour se décentrer de notre position occidentale contemporaine et pour rappeler un petit peu en termes d'énergie quelles sont les énergies avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui, dans le passé et demain. Si vous voyez tout en bas, dans le petit cube tout en bas, on a schématisé la consommation annuelle mondiale d'énergie rapportée aux réserves fossiles et fissiles qu'on voit ici, entre l'uranium, le gaz, le pétrole et le charbon, et à la quantité d'énergie solaire qui arrive sur Terre en un an. Quand on voit ça, on se demande pourquoi on va chercher ailleurs que sur cette énergie-là, puisque manifestement, on devrait avoir largement assez pour notre consommation globale, mondiale, même si elle est intermittente. C'est une énergie de flux renouvelable, décarbonée et qui ne pose pas de problème particulier. Donc, malheureusement, on continue à chercher ailleurs. On verra pourquoi peut-être, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. La deuxième petite remarque que je voulais faire, c'est montrer dans l'histoire de l'humanité que représentait comment les énergies fossiles, la révolution industrielle et la consommation excessive d'énergie fossile qu'on a faite depuis bientôt 2 siècles, 1 siècle et demi à 2 siècles, reste une parenthèse extrêmement étroite dans l'histoire de l'humanité, et comment avant la question du solaire était vraiment centrale puisque c'est elle qui fournit la biomasse et qui permettait de se chauffer également, et comment très certainement après cette période-là, si on est encore vivant et si on n'assistait pas à la 6e extinction des espèces, on restera certainement encore dans une époque solaire. Voilà, c'était pour recentrer le solaire au centre de ce qu'il est, de ce qu'il peut représenter. Et donc, je vais commencer. Alors, quelques explications sur le solaire. Je vais aller très, très vite. Deux grandes familles de solaire. Le solaire photovoltaïque, c'est l'effet Becquerel, découvert au début du 19e siècle, qui produit de l'électricité. En fait, vous avez le rayonnement solaire qui, sur des semi-conducteurs, produit un courant continu. Donc, ces cellules qu'on a fabriquées et mises dans des panneaux qu'on peut mettre sur du résidentiel ou qu'on peut mettre sur des grandes centrales, est transformé après en courant alternatif et il est transporté via le réseau de transport d'électricité. Et du coup, c'est une source qui peut être à la fois la production et qui peut aussi être autoconsommée directement chez les particuliers. Ça, c'est pour le photovoltaïque. La deuxième grande famille, c'est le solaire thermique. Et l'effet du solaire thermique, c'est l'effet de serre, c'est bien connu. Vous vous mettez dans une voiture, vous fermez les vitres en plein soleil, vous allez vite avoir chaud, c'est ce qui se passe dans le capteur. Donc là, on produit non pas d'électricité, mais de la chaleur. Alors, ces capteurs sont des capteurs plans dans lesquels il y a des tubes dans lesquels circule un liquide ou des capteurs tubulaires. On verra plus tard
l'intérêt éventuel de ces capteurs. Et puis, ces capteurs-là, on les pose le plus souvent dans le résidentiel pour faire de l'eau chaude et du chauffage, sachant que, attention, chaque fois qu'on voit un capteur, il faut penser qu'on a, c'est la face immergée du système et la face émergée du système. La face immergée, c'est ce qui se trouve le plus souvent à la cave ou dans la chaufferie, et c'est le ballon de stockage et toute l'ingénierie qui va avec. Voilà, donc un système solaire, ce n'est pas seulement des panneaux, c'est aussi une ingénierie et du matériel qui va avec. Et ça peut prendre de la place. Voilà sur le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Alors, le solaire thermique, c'est d'abord des applications industrielles en haute température. Quand on dit haute température, on dit au-delà de 300 degrés. Ce sont des capteurs cylindriques ou paraboliques qui permettent de chauffer en convergeant le rayonnement solaire, de chauffer des fluides industriels à des températures qui sont intéressantes parce que le chauffage est relativement simple. À partir du moment où il y a du soleil, on peut chauffer des fluides entre 200 et 300 degrés sans aucun problème. Et c'est pas mal utilisé. Et puis, une autre application, pour ceux qui sont allés à Odeillo ou à Montlouis, dans les Pyrénées-Orientales, c'est le four solaire. Des fours solaires, des petits fours solaires qui existent aussi dans le Maghreb pour aider à faire cuire de la poterie. Donc, ce sont des applications qui utilisent la chaleur pour chauffer ou pour cuire, sachant que le four solaire de Montlouis, par exemple, atteint 3000 degrés et peut faire fondre un rail de chemin de fer en 10 minutes. Il n'y a guère que l'électricité qui est capable de faire ça en dehors de solaire thermique. Voilà, donc ça, c'est la haute température. Et puis, une dernière application, PS20 en Espagne, PS20 et PS10 qu'on voit sur la photo, ce sont alors des applications thermiques, mais pas tout à fait. Ce sont des applications thermodynamiques, c'est-à-dire qu'on capte la chaleur avec des héliostats qui sont des miroirs orientables qui renvoient les rayons du solaire sur le haut d'une tour dans laquelle passe un fluide qui va être à très haute pression et chauffer entre 800 et 1000 degrés et qui va se transformer en vapeur. On va stocker la vapeur sous très forte pression. Et cette vapeur, quand elle est ressortie, c'est une machine à vapeur qui fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Alors vous allez me dire pourquoi produire de l'électricité avec du solaire thermique alors qu'on peut le faire avec du photovoltaïque? Simplement parce que le rendement de la centrale PS20 en Espagne, près de Séville, elle est d'à peu près 30%. Le rendement solaire, c'est-à-dire que 30% du rayonnement solaire est transformé en énergie utile. Le rendement d'un système photovoltaïque, il est inférieur à 20%. Et du coup, on a besoin de beaucoup moins de surface, on a des rendements qui sont bien meilleurs qu'avec du photovoltaïque. Voilà. Alors, ça, c'est les applications industrielles et c'est les applications en haute température. Alors, PS20, il existe des centrales aux États-Unis qui sont gigantesques, qui font 10 à 15 fois cette taille-là, donc ils vont jusqu'à 400 mégawatts. Mais en Espagne, la plus grosse est à 30 mégawatts. Et du coup, elle fournit l'électricité 365 jours par an à peu près 25 à 30 000 habitants. Voilà, complètement décarboné. Alors, dans le résidentiel, on travaille en basse température, mais attention, ce n'est pas parce qu'on dit basse température que ça ne chauffe pas quand même, on peut se brûler, puisqu'on peut monter, on le verra, sur des températures jusqu'à 180 à 200 degrés dans le résidentiel. Alors, on s'en sert pourquoi? On s'en sert pour chauffer des piscines. Là, le principe est très simple, hein, c'est ce qu'on appelle un tapis moquette. C'est une série de tubes en polyéthylène noir dans lequel passe l'eau de la piscine et qui chauffe au soleil et qui restitue cette chaleur-là à la piscine. Ça marche très très bien dans le sud ou même chez nous. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça chauffe et les rendements sont plutôt bons quand on travaille à des températures très basses, c'est-à-dire entre 20 et 30 degrés, les températures d'eau de la piscine. Le solaire thermique dans le résidentiel, on s'en sert aussi pour préparer son eau chaude. Donc là, on met un capteur ou on met deux capteurs éventuellement. À droite sur la photo, ce sont des séries c'est un petit collectif avec différents appartements. Et toujours, on a un ballon de stockage parce que l'énergie solaire est intermittente et que la nuit ou quand il n'y a pas de soleil, on a aussi besoin d'eau chaude.
Donc, on a à la fois le capteur et à la fois le ballon. Voilà pour l'eau chaude. Et puis, bien sûr, dans le résidentiel, on peut en faire du chauffage. Alors, avant le chauffage, c'était des ballons qui faisaient, des gros ballons, qui faisaient 1000 litres ou plus, avec beaucoup de capteurs. Aujourd'hui, c'est des plus petits ballons qui font 500 litres avec 3 ou 4 capteurs et c'est largement suffisant, mais on fonctionne différemment. Voilà un petit peu pour cette première approche du solaire thermique dans le résidentiel. Alors, comment ça marche le solaire thermique en résidentiel? C'est assez simple. On a un capteur. En général, il est sur le toit. En tout cas, il est exposé au soleil, si possible le sud, mais entre est et ouest, ça marche bien. L'inclinaison du capteur, elle n'est pas très importante. Elle est normalement 15 degrés de moins que la latitude. Non, 15 degrés de plus que la latitude, excusez-moi, pour être optimal sur l'année, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. On comprend bien que pour faire de l'eau chaude dans un camping, c'est l'été qu'on va avoir besoin de l'eau chaude, donc on va incliner moins les capteurs pour que le soleil soit perpendiculaire à ces capteurs-là. Et quand on veut faire du chauffage, on va essayer de les incliner plus pour que le soleil soit perpendiculaire et que l'incidence soit meilleure. C'est-à-dire que la quantité d'énergie qui arrive sur le capteur soit maximale. Ce capteur, donc, dans lequel se trouve un liquide, va chauffer. Et puis, simplement, on a un petit régulateur qui va comparer la température dans le capteur avec la température dans le bas du ballon. Et chaque fois que la température sera supérieure dans le capteur, on va décharger le capteur, envoyer cette chaleur dans le ballon à travers un serpentin, c'est-à-dire un échangeur comme ça en boucle, au contact de l'eau, qui va céder sa chaleur à l'eau et le liquide va repartir dans le capteur pour se faire réchauffer. Et puis, quand il n'y a plus assez de soleil ou quand le ballon est trop chaud ou quand le ballon, quand le capteur est moins chaud que le ballon, eh bien, on arrête le régulateur et on ne refroidit jamais le capteur. Voilà, c'est tout simple. Et comme ça, l'eau chaude a une propriété physique particulière, c'est qu'elle est plus légère que l'eau froide, donc elle monte, et donc en haut, on va puiser notre eau chaude, et l'eau chaude monte naturellement, l'eau froide qu'on ramène quand on tire de l'eau chaude se fait à nouveau chauffer par le solaire, et si ce n'est pas suffisant, parce que c'est la nuit, parce qu'on a un tirage, parce qu'il fait moche pendant plusieurs jours, parce qu'il y a de la neige sur le toit, ou parce qu'il fait nuit, eh bien, on a un appoint électrique, une résistance électrique, ou un appoint par système de chauffage à eau dans un second serpentin qui va venir compléter ce préchauffage de l'eau s'il y a besoin et uniquement s'il y a besoin. Voilà, donc ça c'est le principe du chauffe-eau solaire, mais c'est aussi le principe du chauffage solaire. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui, c'est bon, tout va bien. On continue? On continue, c'est bon. Il y a des nouveaux qui arrivent, donc voilà. Il y a juste une question. Est-ce que la présentation sera disponible à la fin de la présentation? Alors, oui, j'ai 2-3 slides qu'il faudra que j'enlève, mais je ferai un PDF que je transmettrai à Paul. Et oui, elle sera disponible. Hein. Sur cette première partie, par exemple, elle sera disponible. Il y a juste, à un moment donné, des choses un peu sensibles qui ne m'appartiennent pas à moi seul. Mais ça, je vous le dirai. Mais oui, ça sera disponible. Bon, je vais donc attaquer la deuxième partie, si vous voulez bien. Donc, les approches en résidentiel. Aujourd'hui, on a le solaire thermique est traversé par 2 grandes approches. Mais il n'y a pas que le solaire thermique. C'est toute la rénovation qui est également traversée par ces 2 approches. La première, c'est une approche qui est centrée sur le budget et on est sur un rapport où on va chercher à optimiser son budget et à faire ce qui est le plus rentable, indépendamment de ce qu'il faudrait faire dans une vision plus globale. Donc, pour le solaire, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux faire du solaire qu'isoler parce que c'est moins cher et ça rapporte plus. Alors, c'est vrai que si vous faites une isolation extérieure d'un pavillon, vous en avez pour quelques dizaines de milliers d'euros. Si vous faites du solaire, ça sera moins cher et que vous allez diviser
votre facture énergétique par 2, voire au-delà. C'est techniquement possible. Sauf que c'est un raisonnement qui ne tient pas bien longtemps, parce que quand il n'y a pas de soleil, c'est l'appoint qui fonctionne à plein régime, et cet appoint, il fonctionne dans une maison non rénovée. Et si cette maison est non rénovée, alors la consommation, elle est importante, elle est supérieure à ce qu'elle devrait être s'il était rénové. Donc la consommation, elle reste importante dans les moments où il n'y a pas de soleil, où on n'a pas pu stocker, et la pollution qui va avec, c'est-à-dire l'émission de CO2 qui va avec, dès qu'il y a utilisation d'énergie, il y a émission de CO2. Donc, toute cette pollution qui va avec, elle est bien plus importante que si on avait rénové. Donc, ce raisonnement-là, c'est une approche qui est purement individuelle et qui ne prend absolument pas en compte la nécessaire réduction des émissions de CO2 je dirais, du changement climatique, face au changement climatique. Donc, c'est vraiment important, quand on rénove, de ne pas seulement penser à son propre habitat, mais aussi de remettre ses propres choix dans une perspective collective, alors du territoire et bien au-delà, pour voir que ce qu'on fait, si ça nous est utile, au moins que ça ne soit pas nuisible, ou en tout cas pas inutile, ni nuisible ni au territoire, ni, je dirais, au climat. Donc, le discours qui dit il faut faire du solaire, c'est moins cher qu'isolé, c'est un discours qui repose sur le court terme de toute façon, qui ne résiste pas à l'analyse du coût de l'évolution, enfin, à l'analyse de l'évolution du coût de l'énergie, puisque si vous faites 50% d'économie aujourd'hui, mais qu'il vous reste 50% de consommation, dans 5 ans ou dans 10 ans, vous allez retrouver ce même budget. Voilà, on ne vide pas... on ne vide pas une passoire qui trempe dans une baignoire avec un gobelet, on bouche les trous, ça paraît une évidence, et seulement après, on vide cette passoire, quoi. Donc, on ne reste pas dans une passoire. Quand on est au milieu d'un océan, on ferme cette passoire, c'est la première chose, donc on isole. Puis la deuxième approche, c'est la même, elle traverse le solaire de la même façon qu'elle traverse l'approche de la rénovation, c'est l'approche globale qui est issue je dirais, ou qui se calque sur le scénario négawatt, avec la sobriété, donc les usages, l'efficacité, et donc ici la rénovation du bâti, et puis les énergies renouvelables. Et donc, la priorité dans l'approche globale, dans l'approche que je défends moi, c'est priorité à l'isolation, et à une isolation performante, une isolation de niveau BBC à minima. Donc, dans un premier temps, c'est cette seule isolation qui est capable de faire baisser les émissions de CO2 liées aux consommations. Et donc, il faut travailler à la rénovation du bâti. Avant de faire du solaire, il faut travailler à la rénovation du bâti. Et dans le cadre de l'efficacité, du scénario négawatt, il faut aussi travailler sur l'efficacité des systèmes, c'est extrêmement important. Et il faut penser en termes de système et pas seulement en termes d'appareil. Alors, je sais bien que c'est compliqué, mais il faut vraiment concevoir les systèmes en fonction du bâti, et on verra que nécessairement ces systèmes ils vont devoir évoluer parce que le bâti va évoluer. Quand on rénove, le bâti il évolue et il faut que les systèmes puissent évoluer avec. Sinon, on prend un appareil et chaque fois qu'on fait une opération, on jette cet appareil, on en met un autre. Alors c'est sûr que ça fait marcher le business, mais en termes d'énergie grise et de CO2, je ne pense pas que ce soit terrible. Et on verra que si on travaille sur la rénovation du bâti correctement, si on approche les systèmes globalement, alors le solaire va devenir incontournable comme énergie renouvelable, et on se demande pourquoi, on va vite se demander pourquoi il n'y en a pas plus. Cette approche globale, elle va nous conduire à une approche système. Cette approche système, déjà, on va définir ce que sont les systèmes, ce que moi j'appelle les systèmes. Alors les systèmes, ce n'est pas seulement les appareils, c'est aussi les modes de fonctionnement et les usages qui vont avec. Donc, les systèmes, c'est l'ensemble des éléments, appareils, modes de fonctionnement et usages qui permettent de produire de la chaleur pour le chauffage, de produire de l'eau chaude sanitaire, de ventiler et de rafraîchir.
Alors, pour rafraîchir, si on pense appareil, on pense clim. Mais si on pense mode de fonctionnement, on pense volet fermé, ventilation nocturne, et quelquefois ça suffit. Donc, c'est bien l'articulation des modes de fonctionnement et des appareils qui forment le système. Et le système, ce n'est pas seulement une technicité d'appareil, c'est aussi un usage et c'est aussi son mode de fonctionnement et l'intégration de ce mode de fonctionnement et d'usage à travers tous ces appareils. C'est ça qui forme le système. Donc, c'est ce système-là qu'il faut envisager dans un bâtiment et ce n'est pas un appareil ou un autre. OK ? Et donc, tout l'enjeu, c'est de changer d'approche. C'est de passer d'une approche budget, où ben, j'ai X milliers de francs, je regarde à quoi me conduisent les aides de l'État, donc vers quel appareil elles me conduisent ou vers quelle énergie elles me conduisent, et passer de cette approche-là, qui est une approche très ponctuelle et qui ne résoudra pas le problème de la résidence, enfin du bâti, c'est de passer de cette approche-là à une approche système. Alors, dans l'approche système, il y a un objectif et un seul. Dans l'approche, je fais un parallèle avec l'approche du bâti. Quand on rénove le bâti, on a un objectif, c'est d'arriver au BBC. Donc, de la même façon que dans l'approche bâti, la cible de l'approche, c'est le BBC, ben là, dans l'approche système, il y a une cible et une seule, ben c'est le 100% énergie renouvelable. Donc, la seule question qui vaille de se poser, c'est comment est-ce que mon système va devenir 100% énergie renouvelable? On l'accepte pour le bâti. On dit bien, le bâti, il faut qu'il devienne BBC. Donc, tout ce qu'on va faire va conduire à amener le bâti au BBC. Mais tout ce qu'on va faire dans les systèmes va conduire à amener le système au 100% énergie renouvelable. Le reste, ce n'est pas tenable sur de long terme. Ça va? Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais alors, comment on fait? Comment on fait? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Octave, alors Clairlieu et Ecodéfi, bien évidemment, avec la SEM Octave. Octave, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément de la région Grand Est, c'est une société d'économie mixte créée par la région Grand Est pour faire la promotion et mettre en œuvre une rénovation globale et performante du bâti résidentiel. Donc, avec Octave, avec un bureau d'études, Cogenest, donc Nicolas Bonnel, et avec Technosolar, un groupe d'installateurs volontaires, on a travaillé sur justement cette approche système dans la rénovation pour voir comment on pouvait procéder. Et ce groupe de travail qui s'est réuni depuis 1 an et puis qui continue à travailler, il a amené un certain nombre de conclusions. La première, c'est que dans les systèmes, il faut absolument prévoir une évolutivité parce que les besoins du bâti vont changer, soit parce qu'on va le rénover par étapes, soit parce que les conditions climatiques vont changer. Donc, cette évolutivité, elle est nécessaire par rapport au changement des besoins. Mais elle est aussi nécessaire par rapport au changement des usages, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un couple avec 2 enfants dans la maison, ou dans la maison, on va dire, dans le pavillon, et puis vous pourrez avoir après 2 personnes âgées dans ce même pavillon, et puis à nouveau, 20 ans après, c'est ce qui se passe à Clairlieu, 5 enfants avec un couple jeune. On ne va pas changer les systèmes à chaque fois, ça paraît une évidence, sauf que si on ne pense pas le système en termes d'évolutivité, on va bien être obligé de le changer, ce système et ces appareils. Donc, c'est extrêmement important. L'évolutivité est sans doute la chose la plus importante dans l'approche système. Et enfin, l'évolutivité, elle est nécessaire parce que l'énergie, aujourd'hui, on chauffe majoritairement encore avec du gaz ou du fioul, un peu d'élec, peu de bois. Mais demain ou dans 10 ans, je ne sais pas à quoi on chauffera et il faut prévoir que les énergies vont changer. Donc, ce n'est pas un appareil qui va faire le système. L'appareil, il n'est pas évolutif. L'appareil, il est coincé dans je dirais, l'énergie
pour laquelle il a été conçu, et ça, ce n'est pas une source d'évolutivité. Ça, c'était la première conclusion de ce groupe de travail. La seconde conclusion, c'est pour des raisons environnementales et de préservation à la fois de la planète et des matières premières, ce qu'il faut dans un système, c'est conserver tout ce qui peut l'être et l'intégrer dans une démarche évolutive. Alors, ça va complètement à l'encontre des aides actuelles où on nous dit « jetez votre chaudière fioul et rachetez un autre appareil et on vous payera cet appareil. Jetez-le. » Alors, je veux bien, mais je ne suis pas sûr qu'en termes d'énergie grise et en termes de CO2, on soit très efficace. Et donc, suite à ces deux conclusions, le groupe a dit aujourd'hui, ça ne suffit pas, il faut lister des solutions. Donc, on a listé des solutions, et ces solutions, on les a regroupées dans ce qu'on appelle les semper. Semper, en latin, ça veut dire toujours, donc à chaque fois, ça marche, on le pense. Et semper, c'est aussi l'acronyme de système énergétique mixte ou solution énergétique mixte pour énergie renouvelable. Quelle que soit l'énergie de départ, quelles que soient les évolutions possibles, vers un 100% d'énergie renouvelable, on a une solution énergétique mixte, avec, encore une fois, du solaire thermique qui s'impose très naturellement dans ces schémas-là. Voilà, donc les semper, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Alors ça, le tableau-là, je ne vous le donnerai pas parce qu'on y travaille encore, avec Octave notamment, hein, dans ce groupe de travail, mais en gros, hein, vous avez ici l'entrée par énergie, granulé, bois, gaz, fioul, électricité, réseau de chaleur, solaire. Et puis, vous conservez pas vos appareils. Vous avez un choix de ventilation, un choix ou non de rafraîchissement. Et à la fin, eh bien, vous sortez une solution énergétique mixte qui marche. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Elles sont évolutives. Il y en a 17 actuellement. Et on couvre, je crois, l'ensemble de ce qu'il est possible de penser en résidentiel. Alors, ce n'est pas des solutions abstraites. À chaque fois, ces solutions-là, elles ont été testées par un ou l'autre membre de ce groupe de travail. Elles existent. On peut aller les voir, on peut les appareiller, on a un retour d'expérience dessus, et ce n'est pas un truc d'apprenti sorcier. Ce sont des solutions qui marchent, qui sont fonctionnelles, avec des matériels qui sont décrits. OK? Donc, voilà les semper. Alors, dans ces solutions-là, dans ces 17 solutions actuellement, qui sont déclinables de différentes façons, hein, mais 17 solutions principales, on a retrouvé au cœur de ces systèmes un ballon multi-énergie. Alors, ce ballon multi-énergie, qu'est-ce que c'est? C'est un ballon 500, 600, 750 litres, on va rarement au-delà, sauf quand on travaille avec du bois, bûche. Et ces ballons, c'est des ballons qui servent à différentes choses. Alors, c'est des drôles de ballons, hein. Vous voyez ici, en vrai, un ballon, ici, sa représentation graphique, là, son schéma, et puis là, la doc commerciale de ce même ballon. Ce ballon, il est séparé en 3 échangeurs. Vous avez un échangeur principal, le orange, là, sur ce schéma, qui est l'échangeur sanitaire. Il fait de l'eau chaude. Vous rentrez de l'eau froide en bas, et au fur et à mesure que vous tirez de l'eau chaude, elle se réchauffe et vous sortez de l'eau chaude. Donc, c'est un ballon d'eau chaude. C'est aussi un ballon solaire. Dans cette zone en bas, on a un échangeur qu'on voit dessiné ici, qui est un échangeur qui est réservé au solaire. Donc, c'est un ballon sur lequel on peut brancher des capteurs solaires et qui peut chauffer l'ensemble. Donc, vous comprenez bien que ce ballon qui chauffe, il va pouvoir nous chauffer ce serpentin-là et puis toute cette zone-là, tout ce haut de ce ballon. Alors, dans la zone médiane du milieu, on a entre les deux échangeurs une zone qui est réservée au chauffage. C'est une zone qui est plus chaude que la partie basse ici qui est froide, parce qu'on rentre de l'eau froide chaque fois qu'on rénovation de notre bâti,
entre eux, extérieur, qui peut être raccordé à une chaudière, par exemple, pour faire de l'eau chaude. Alors que là, à haute température, à plus haute température, c'est-à-dire au-delà de 45, 50, 55, 60 degrés, voire 60, pas au-delà de 65, on mitige après pour ne pas se brûler. Donc voilà comment sont conçus ces ballons. Et puis on a plein de piquages. Ben, ces piquages, à quoi ils servent? Ben, ils servent à connecter tous les appareils. Alors, premièrement, on l'a dit, dans l'approche système, est-ce qu'on conserve l'existant? Alors oui, on conserve l'existant, sauf quand on a affaire à des choses comme ça, les chaudières fuel qu'on retrouve au fond de grange, qui ont 45 ans, qui sont rouillées de partout, qui fuient par le petit pot, et ça, on ne conserve pas. Quoi. Okay, mais autrement, même si c'est une chaudière fuel, il y a des chaudières fuel qui marchent très très bien aujourd'hui, qui ont été changées il y a quelques années, malheureusement, ou des chaudières gaz, et on ne va pas tout jeter sous prétexte qu'il faut virer le gaz ou le fuel, parce qu'en même temps, on jette une quantité de fonte et une quantité d'énergie grise impressionnante, alors que cette quantité-là pourrait tout à fait servir encore longtemps ou servir encore un petit peu le temps de la rénovation, par exemple. Alors, cette chaudière, si on peut la garder, on va la garder, on va la connecter sur ce ballon. Puis, on va connecter aussi les radiateurs existants, ou le plancher chauffant, ou les deux. Hein. Ces ballons permettent de brancher les deux. Et donc, le même système de chauffage qui existait. Et puis, on va faire l'eau chaude. De la même façon, on va brancher l'eau froide sur le ballon. Et puis, comme la chaudière va chauffer, on va chauffer l'eau chaude. Alors, vous me direz quel est l'intérêt de mettre ce ballon si on en reste là. On avait autant partir en direct. Sauf qu'à partir du moment où on va commencer à rénover, on va avoir moins de besoins dans la maison. Et la chaudière fuel, ou la chaudière gaz, si on a moins de besoins, et si elle n'est pas modulante, c'est-à-dire que ce n'est pas la condensation notamment, elle va être trop puissante. Donc elle va démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. C'est une catastrophe en termes de rendement. Au démarrage, les rendements sont catastrophiques, et c'est une catastrophe pour cet appareil qui va mourir très vite de sa belle mort. Alors tant mieux, on le remplacera, si possible, par les énergies renouvelables, mais chaque fois qu'on jette quelque chose, c'est autant d'énergie qui passe à la trappe. Donc, ce ballon, il va nous permettre d'avoir des cycles de chauffage pour cette chaudière, qui n'est plus toute neuve, mais qui est quand même performante, et qui va nous permettre de résister et de commencer à chauffer. Et chauffer avec un rendement qui est bon, c'est-à-dire qui est maintenant au-delà de 90%, hein, sinon on ne garde pas ces chaudières, et qui va nous permettre d'accumuler pour éviter les cycles courts de ces chaudières. Alors l'intérêt, c'est évidemment, dès qu'on peut, d'y connecter du solaire, lorsque le ballon il est déjà prêt, et si on y connecte du solaire, déjà l'eau chaude 6 mois par an, elle sera faite, et puis chaque fois qu'on aura une journée comme aujourd'hui, avec un grand soleil, même s'il fait -5 dehors, le solaire, aujourd'hui, il est monté entre 40 et 50 degrés. Et dans une maison rénovée, il suffit largement à faire tout le chauffage et accumuler suffisamment d'énergie dans les murs pour avoir chaud toute la nuit, rien qu'avec le solaire. Voilà. Alors, malheureusement, on n'a pas des journées comme aujourd'hui tout le temps. Et puis, dernière solution sur ce ballon, c'est d'y connecter des appoints autres. Alors, ça peut être une pompe à chaleur, mais ça peut être aussi du bois ou du granulé. Ici, c'est un petit poêle à granulés. Le propriétaire se reconnaîtra peut-être. C'est un poêle existant. Et donc, ce poêle, il est raccordé au ballon et il va chauffer. Et il est raccordé avec 2 tuyaux. Hein, c'est des poêles hydrauliques et qui sont dans la salle à manger. Vous avez la flamme, mais en même temps, ça vous chauffe le ballon. Et donc, ce poêle-là, chaque fois qu'il tourne, il évite à la chaudière fuel de tourner. Et bien sûr, l'idée, c'est qu'à terme, sans avoir tout changé, quand la maison est rénovée, on se passe du fioul et on est bien sur un système 100% énergie renouvelable. Voilà. OK? Donc, ça, c'était pour la compréhension. Derrière, dans les SEMPER,
avec le groupe de travail, on a bien évidemment, avec tous les ballons qui ont été agréés par Octave, dans le cadre de ce travail-là, tous les schémas qui vont avec bon, pour les chauffagistes, hein, avec tous les schémas hydrauliques et l'ensemble des éléments, y compris les régulations qui vont bien. Voilà, donc ça, c'est un travail qui permet donc, une approche différente des systèmes, une approche évolutive qui se cale sur la rénovation du bâti, qui malheureusement est parfois par étapes. Je dis malheureusement parce que je suis un des grands défenseurs de la rénovation globale performante et en une seule fois, mais la réalité n'est pas celle-là. Et donc, dans la réalité, ce type d'approche permet de se caler sur cette rénovation en augmentant la part d'énergie renouvelable chaque fois qu'on diminue les consommations et chaque fois avec l'idée qu'à la fin, on est 100% énergie renouvelable et qu'on n'a plus besoin d'énergie fossile, voire d'énergie fissile pour chauffer. Voilà. Donc ça, c'est un certain nombre de choses qui appartiennent à Octave, donc je ne mettrai peut-être pas tout ça. Je verrai avec Octave si je peux diffuser maintenant ou si on attend encore un peu. Voilà pour ça. Donc, très clair, c'est très clair, Francis. Est-ce qu'on ferait quelques questions déjà, peut-être? Prendre quelques questions? Alors, juste une toute petite conclusion sur cette partie-là, on traite les questions, si tu veux bien, Paul. Oui. Alors, l'approche par le système, on est bien dans une stratégie évolutive. Et en gros, si on veut résumer, c'est on prévoit le solaire au service de la rénovation. Et donc, des questions, et je continue après. Alors, je ne sais pas si quelqu'un… Des questions ou des remarques, hein. Moi, je pense que c'était très clair tout ce que tu as dit. Alors, donc, si on comprend bien, tu traites en même temps le solaire et la rénovation. On fait en parallèle. Hein, c'est-à-dire que le solaire, c'est une énergie parmi d'autres, mais à terme, c'est une énergie qui, on va le voir juste après à Clairlieu, va fournir 50% de la chaleur de la maison rénovée en termes d'eau chaude et de chauffage. Donc, la moitié de l'énergie peut être faite du bâtiment, peut être faite à terme par du solaire thermique, avec 4 capteurs et un ballon de 500 litres, ou 3 capteurs et un ballon de 500 litres, hein, entre 8 et 10 mètres carrés, un ballon de 500 litres. Simplement, si on raisonne en termes de solaire indépendamment de la rénovation, si je mets un petit système sur une maison qui n'est pas rénovée, je vais faire 10% de la consommation. Et ça, ok, je peux les faire, je me fais plaisir, mais ce n'est pas ça qui va limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il vaut bien mieux isoler. Je serai beaucoup plus efficace du point de vue de l'émission des gaz à effet de serre et du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique qu'en mettant du solaire. Il faut être sérieux. Maintenant, ce n'est pas parce que je vais isoler que je ne vais pas mettre du solaire, et les systèmes, ce n'est pas la variable d'ajustement de la rénovation. Les systèmes, ça se pense comme la rénovation. Et ça se pense pour arriver au 100% énergie renouvelable. Sinon, après, on n'y sera jamais au 100% énergie renouvelable. Donc, ce qu'il faut, c'est bien trouver un moyen d'entamer une stratégie évolutive qui va nous permettre, sans rien acheter, en conservant tout ce qu'on peut et en diminuant la part d'énergie fossile et fissile, d'aller vers du renouvelable. La solution, c'est le ballon multi-énergie. Très clairement, le groupe de travail, il dit, c'est ce ballon-là, avec ce ballon-là, voilà. Alors, si on a les moyens de mettre tout de suite une chaudière à granulés avec un petit solaire, et on met la chaudière à granulés avec un petit solaire, sauf qu'on est dans des budgets qui sont relativement conséquents et ce n'est pas à la portée de tout le monde du premier coup. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde qu'on va aller se réfugier dans un appareil qui est subventionné et qu'on jettera au bout de 10 ans ou 5 ans ou moins parce qu'on ne pourra plus payer. Donc, je veux dire, il faut bien raisonner globalement sur les systèmes et articuler ces systèmes-là, ce raisonnement-là, avec le niveau de performance du bâti. Les systèmes, c'est là pour chauffer, produire de l'eau chaude, ventiler, rafraîchir, et ce n'est pas une soie en fin, le système. Et l'appareil est un élément du système, ce n'est pas un appareil central. On ne raisonne pas rénovation en termes d'appareil, c'est une erreur intellectuelle. On raisonne en termes de stratégie de systèmes qui vont avec le bâti.
Très bien. Alors, il y a une petite question, Maxime, tu as une question sur le fil peut-être? Oui, alors il y a deux questions là, par rapport au chauffage hybride, aux panneaux hybrides. Est-ce que ça peut fonctionner aussi avec, par exemple, des panneaux hybrides qui récupèrent à la fois la chaleur et font du photovoltaïque, donc de l'électricité? Et une autre question, peut-être un peu plus sur la provenance des panneaux. Est-ce que du coup, les panneaux photovoltaïques viennent en général de Chine? Est-ce que les panneaux solaires sont fabriqués en France? Alors, je vais prendre la deuxième et puis je finirai par la première. Alors, les panneaux solaires thermiques, euh, on avait, nous, deux fabricants français, Giordano, près d'Aix, Aix-en-Provence, et puis Clipsol, près de Chambéry, qui ont été rachetés, Giordano par EDF, Clipsol par Engie, et les deux entités ont fermé ces usines de panneaux solaires parce que ce n'était pas rentable. Donc, il y a des petites unités en Vendée notamment, dans l'Ouest, des petites unités de fabrication de solaire thermique, mais très clairement, la majorité des panneaux thermiques, c'est les Allemands. Parce que les Allemands, ils ont posé à peu près 10 fois plus de thermique que nous, ils en posaient partout. Quand nous, on posait 5000 m², ils en posaient 50 000. Et donc, c'est, je dirais, essentiellement de fabrication allemande. Alors, on a à Folquemont une usine qui fabrique, donc à 50 km d'ici et de Nancy, à vol d'oiseau, une usine qui fabrique des panneaux solaires. C'est un fabricant allemand qui s'appelle Wiesmann, pour ne pas le nommer, qui fabrique lui-même ces panneaux. Ils sont fabriqués à Folquemont. Donc, on peut acheter des panneaux français. Le panneau allemand est en moyenne 2 à 3 fois moins cher que le panneau français. C'est une réalité pour je dirais, pour une fabrication européenne et pour des performances qui sont au moins égales, sinon supérieures, dans certains cas. On a des prix qui n'ont rien à voir. Alors, moi, c'est très clair, dans les pratiques que j'ai, je n'achèterai pas un panneau chinois. Il y a des panneaux chinois. Donc, les panneaux en tube de verre sous vide, c'est du borosilicate et la jonction cuivre-verre, elle est faite à 99% en Chine. Donc, c'est des panneaux qui viennent de Chine. Les panneaux tubulaires viennent de Chine. Les panneaux plans, les capteurs plans, tels qu'on les connaît, les panneaux classiques, ils viennent d'Europe, d'Allemagne, certes, quelques-uns de Turquie, mais quelques rares viennent de France. L'essentiel vient d'Allemagne. Maintenant, sur les panneaux hybrides. Alors, en France, on a la mémoire de la recherche courte, puisque en 1999, l'ASDER, qui est une association de développement des énergies renouvelables, a fait une étude pour le compte de l'ADEME, un prébat, sur les panneaux hybrides. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'était un système qui ne pouvait pas marcher physiquement, qui est limité par la température. Quand vous montez trop en température dans le capteur, votre rendement photovoltaïque baisse. Donc, c'est quelque chose qui ne marche pas. Quand un constructeur qui a maintenant quasiment le monopole en France est venu nous trouver à Technosolar, on lui a rappelé qu'il y avait eu cette étude faite notamment par Jean-Philippe Lansard, un membre de Technosolar à l'époque, et ils ont dit, c'est pas grave, ça se vendra commercialement. Donc, aujourd'hui, si vous mettez un panneau comme ça, vous ne ferez même pas d'eau chaude l'été. Donc, dans le sud, les gens les démontent pour faire de l'eau chaude. Alors, si vous voulez faire du photovoltaïque, vous faites du photovoltaïque. Si vous voulez faire du thermique, vous faites du thermique. Mais vous ne mettez pas les deux. C'est un non-sens. Physiquement, ça ne peut pas marcher. Très bien. Est-ce que j'ai répondu aux deux questions? On va peut-être continuer ta présentation, puis les questions, on les garde en attente. Il y en a d'autres, mais on va les prendre pour la fin, peut-être après encore. OK. Alors, des exemples. Alors, des exemples mesurés dans le programme Solcombi 2. Alors, le programme Solcombi 2, c'est un programme européen qui a mesuré la chaleur solaire. Donc, c'était un programme qui a défini dans la tâche 26 des choses un peu plus compliquées. Donc, je vais y revenir. Alors, voilà un exemple d'une installation qui a été appareillée
dans le cadre de Solcombi 2, c'est un système solaire combiné de 7 mètres carrés. Vous avez 3 panneaux sur un toit, avec une chaudière gaz à condensation qui est intégrée dans le ballon. C'est dans la banlieue de Nancy. Je crois que la dame propriétaire était inscrite là, donc je la salue bien s'il est là. Et donc, les résultats de cette installation mesurée ont montré une économie de 40% par rapport à une chaudière classique. Supérieure à 40%. La première année, c'est une année où il y avait eu particulièrement du soleil, on avait dépassé les 50% d'économie, mais après, on a tourné entre 40 et 45. Voilà. Une deuxième installation, là, qui fait 7 mètres carrés aussi, avec des capteurs intégrés, chaudière gaz à condensation externe. On la voit sur le côté, là, elle n'est pas carrossée, mais on la voit contre le mur. Dans la banlieue de Nancy également, à la même époque, il y a une dizaine d'années, a montré qu'on pouvait générer avec 7 mètres carrés de panneaux et une chaudière correcte, 35% d'économie par rapport à une consommation normale. Voilà, hein, ça, c'est des choses qui ont été mesurées. Alors, elles ont été mesurées, c'est les petits points bleus sur le Combi 2, puis après, le vert, ça s'est rajouté après, c'est un nouveau fabricant français de système solaire combiné. Mais vous voyez, les deux installations que je vous ai montrées, elles se situent là. Donc, elles sont à peu près sur 50% de ce qu'on appelle la fraction solarisable des consommations et 40% en gros d'économie par rapport à l'énergie finale, donc le gaz ou l'électricité. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse fraction solarisable des consommations? C'était défini dans le cadre de la tâche 26 de l'Agence internationale de l'énergie. Et c'est en gros ce qui définit ce que le solaire peut faire économiser. Ce n'est pas seulement ce qu'il produit, mais c'est ce qui va faire économiser en évitant leur allumage d'un appareil. Alors, c'est beaucoup plus important quand vous êtes sur du bois. Si vous évitez de rallumer une fois votre poêle à bois, vous allez gagner beaucoup plus en énergie que si vous évitez de rallumer une chaudière gaz, parce que l'inertie est beaucoup plus importante et la perte est beaucoup plus importante. Okay. Donc, la fraction solarisable des consommations, c'est la capacité qu'a le solaire à faire des économies. Et après, l'énergie finale, c'est l'énergie finale réelle économisée. Voilà. Donc, ça, c'était des systèmes compacts, c'était le deal dans cette étude. On n'étudiait que des systèmes compacts. Il y avait une première étude qui avait montré sur des systèmes assemblés sur site par des gens qui bricolaient réellement des choses qui étaient assez catastrophiques. Notamment ici, vous voyez ce petit point-là, il est en dessous du zéro. C'est-à-dire que le système en lui-même, le système solaire consommait plus d'énergie finale que s'il n'y avait pas eu de solaire. Donc, dans le solaire, vous pouvez avoir effectivement des choses qui craignent, hein, qui sont vraiment qui sont mal faites. Donc, c'est pour ça que la deuxième étude n'avait voulu prendre que des systèmes compacts industrialisés. Et aujourd'hui, on peut refaire des systèmes assemblés sur site, mais si on bricole, il faut le faire intelligemment. Hein. Ce n'est pas juste un assemblage d'appareils. C'est tout un ensemble, encore une fois, c'est un système, il faut le penser comme un système. OK? Donc ça, c'est des résultats, 40% d'économie avec un solaire, une chaudière correcte par rapport à une chaudière normale. Alors ça, c'est une autre installation, dans la banlieue de Nancy aussi, avec un système solaire combiné de 8 mètres carrés. Donc ça, c'est un système monté de toutes pièces, avec un poêle hydro à granulés, et puis une chaudière gaz à condensation qu'on aperçoit vaguement ici. Là, voilà. Alors, ça n'a pas été mesuré, mais parce qu'il y a eu une extension en même temps. Donc, on n'a pas de comparaison entre avant et après. C'est une installation, j'y suis retourné le mois dernier, parce qu'il y avait un problème de régulation quand il y a eu le changement d'une chaudière, la chaudière. C'est un système qui marche très très bien et dont le propriétaire est très content. Il dit lui-même qu'il consomme très peu de gaz et qu'il tourne essentiellement en énergie renouvelable. Simplement, la maison fait quasiment 300 mètres carrés et le petit insert à granulés avec les 8 mètres carrés de système solaire combiné ne suffisent pas quand la température descend en dessous de 0 degré. Donc, la chaudière prend le relais, sinon, c'est suffisant.
Voilà un exemple de quelque chose qui va, je ne sais pas dire quelle économie on fait. C'est dire qu'on peut être quasiment en énergie renouvelable sur des systèmes comme ça, sachant que là, une demande pour enlever les panneaux, refaire une couverture en sarking, avec une isolation de la couverture, le reste a déjà été fait, mais pas la couverture, et remettre les panneaux. Voilà. Donc après, je pense qu'on n'aura plus besoin du gaz, ou vraiment exceptionnellement, quand les gens ne sont pas dans la maison, pour la maintenir éventuellement, mais c'est tout. Voilà l'exemple d'un système solaire combiné qui fonctionne, et on n'a pas besoin ni de ballons extraordinaires, gros, ni de surface de capteur trop importante. Ceci dit, j'attire votre attention sur la tuyauterie de ce ballon. Quand j'intervenais en même temps que les gens dans la rénovation, on se moquait de la centrale nucléaire qu'on est en train de faire, et on disait qu'on ressemblait plus à Beaubourg qu'à une chaufferie. Alors, il y a effectivement un certain nombre de tuyauteries, et il y a forcément des tuyaux quand vous avez 2, 3 ou 4 énergies, et quand vous avez différentes sources et différents moyens de chauffage. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Alors, maintenant, parler un petit peu de Clairlieu, de ce qu'on fait à Clairlieu. Alors, pour ceux qui ne sont pas de la région Grand Est, j'ai vu qu'il y en avait. Donc, Clairlieu, voilà, c'est dans la région Grand Est. C'est une zone pavillonnaire, 1328 pavillons. Plus gros lotissement d'habitat pavillonnaire coopératif, donc de logement social coopératif d'HLM, avant que Chalandon les interdise en 73. Et du coup, des pavillons tous identiques. Enfin, il y a 2-3 modèles, mais ils se ressemblent tous. 100 à 120 mètres carrés, avec un sous-sol, des combles, aucune isolation, 50 000 kWh en 1974, 30 000 en 2009, c'était la moyenne, l'étude qu'on a faite quand on a démarré le projet. Et aujourd'hui, on arrive à 5 000 kWh sur les maisons rénovées. Voilà, donc divisé par 10, c'est possible sur des maisons tout béton. Alors, le projet de Clairlieu, c'est un projet qui a été soutenu par toutes les collectivités, notamment par la région Lorraine, puis la région Grand Est, par la métropole, par la mairie d'Huillet, par le département et par le CAUE. C'est un projet qui est issu d'habitants et très vite se sont montés une association, une coopérative pour travailler collectivement à la rénovation. On a donc défini une cible, et la cible à l'époque, c'était le BBC Finergie, puisque le BBC n'existait pas. BBC Finergie Rénovation, et on a missionné un bureau d'études, Solarté, un architecte, Yves Jotard, qui aujourd'hui prend sa retraite et qui va être remplacé par François Sietel, qui doit être ici aussi, donc je salue. Et du coup, on a acculturé les habitants à la question de la rénovation et du BBC. Cette acquisition de cette culture commune, elle a duré des mois à raison de 2-3 réunions par semaine. Catherine Hutt, qui est ici présente, doit s'en souvenir, puisqu'elle en a animé un certain nombre. Jérôme Klein de l'ALEC, à l'époque de l'Agence totale de l'énergie aussi. Voilà, donc on se partageait ça à 3, l'animation de ces réunions-là. Et on a, du coup, pensé à un système global en élargissant la question de thermique à d'autres cibles du développement durable. Et merci Catherine Hutt de nous avoir accompagnés dans ce développement-là. Et en gros, c'est un projet qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique et puis contre le développement des gaz à effet de serre. Alors comment ? On a, sur nos pavillons, fait un travail conséquent sur le bâti. Donc on va jusqu'à démonter les cheminées en béton. On isole par l'extérieur, trop de pont thermique autrement. Et donc, on isole soit avec de la ouate de cellulose sur lesquelles sont préfabriquées, soit avec de la laine de bois. Et on produit 100% énergie renouvelable avec 50% là mesuré en solaire thermique. La production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude et le chauffage de l'air parfois, c'est 50%. Et le reste, c'est soit un petit poêle hydro, soit une chaudière à granulés, voire à gaz pour certains encore, en espérant qu'on passera aux 100% énergie renouvelable partout. Voilà. Donc on a tout de suite, on a choisi le solaire thermique qui s'est imposé pour le solaire
pour l'eau chaude et pour le chauffage, et on l'a intégré dans un système énergétique en le pensant comme énergie principale, c'est-à-dire en commençant par chauffer par le solaire et en complétant ce chauffage-là par le reste, soit le granulé, soit le gaz. Aujourd'hui, on a essentiellement du granulé et un peu de gaz, mais on l'a pensé comme étant l'énergie principale, et c'est effectivement l'énergie principale. Alors, on arrive aussi avec des batteries. Donc, on l'a pensé dès la conception et on l'a intégré dans une intégration architecturale pour que ce soit acceptable. Hein, parce que souvent, on dit le solaire, c'est moche. Tous les solaires qu'on a fait à Clairlieu sont intégrés en toiture et ils ont tous été vus avec l'archi sur l'emplacement pour que ce soit le moins choquant possible et le plus fondu dans le paysage possible. Voilà. Alors, on a aussi optimisé son fonctionnement du solaire, et ça, c'est grâce à des aides de la région Grand Est. On a appareillé tous ces systèmes-là, et on a vu comment on pouvait travailler à partir d'une énergie intermittente sur l'inertie phénoménale de nos maisons en béton, qui font plus de 240 tonnes de béton, comment on pouvait transférer cette énergie en journée sur l'inertie et réutiliser l'inertie pour éviter de consommer. On a poussé le bouchon assez loin avec Sauter Régulation, qui nous a beaucoup aidé là. Et du coup, on a aussi optimisé la partie sanitaire de ces maisons-là, parce qu'une des grandes peurs des habitants, c'était si on est vraiment étanche, et on est vraiment étanche. Les 2 derniers tests d'étanchéité qu'on a fait dans les maisons qu'on a rénovées, on arrive à 0,2 volume heure sous 50 pascal, c'est-à-dire 2,5 fois mieux que du passif, sur de la maison rénovée. Donc, on est très, très étanche. Et la grande peur des habitants, c'était est-ce qu'on ne va pas s'étouffer? Donc, non, on ne va pas s'étouffer, simplement on ventile. Alors, on ventile en simple flux ou en double flux. Là, il s'agit sur la photo d'une double flux. Et en même temps, on va gérer la qualité de l'air et compenser les différences donc, qualité de l'air avec le CO2, bien sûr, en plus de l'hygrométrie, mais aussi avec des sondes COV. Et plus on ventile, plus on ramène du froid en hiver, et donc plus on a besoin de réchauffer cet air-là pour compenser la perte. Et donc tout ça se fait automatiquement, et c'est pensé, le solaire participe largement à ça en journée. Voilà, donc quelques résultats à Clairlieu. On a fait 11 ou 12 maisons, je ne sais jamais, ça dépend comment on les compte. Aujourd'hui, la pointe, c'est moins d'1 tonne de granulés à l'année, c'est-à-dire c'est entre 4500 et 5000 kWh. Il y a une maison qui dépasse ça, c'est une maison avec 5 enfants, dont 3 ados filles, et ils sont à 1,5 tonne de granulés, avec 1 mètre cube d'eau chaude par semaine, donc c'est quand même assez conséquent, et donc là, ils sont à 1,5 tonne de granulés. Donc, mais le solaire est aussi la source d'énergie principale. Alors, pour plus de 130 mètres carrés habitables, quand on a réaménagé le haut, on est plutôt à 200-220 mètres carrés habitables. On a un bilan thermique à moins de 50 kWh en énergie primaire par mètre carré par an, en zone H1B, c'est-à-dire qu'on est meilleur que le BBC en neuf. On a un confort optimum grâce à la gestion énergétique et sanitaire optimisée. On a une qualité d'air irréprochable, donc ça a été mesuré par Atmo Grand Est dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence régionale de la santé. On est toujours en contact avec Atmo Grand Est. On devrait là réappareiller une maison avec une simple flux pour voir un peu la différence. Et puis, on a une connaissance en temps réel de la consommation, de nos consommations. Et quand c'est du granulé, c'est assez facile parce que les gens voient comment ils chargent. Et le gaz, on ne se rend pas compte. L'électricité, on ne se rend pas compte. Quand on doit charger du bois ou du granulé, on se rend compte de ce qu'on consomme. Voilà. Donc, en résumé, et puis après, je vous laisserai poser des questions. Si on pense à rénovation, il faut déjà penser le bâti et le penser à la cible BBC. C'est vraiment important. C'est le BBC, peut-être. Expliquer le BBC, le cycle. Bâtiment basse consommation, hein, donc c'est-à-dire c'est une norme de consommation pour l'eau chaude, le chauffage, la ventilation, les auxiliaires et puis le rafraîchissement, qui dit maximum en énergie primaire, en rénovation, 80 kWh par mètre carré et par an, augmenté ou non de la zone climatique. Donc nous, en zone climatique H1B, en zone froide, on a droit à 104 kWh.
Mais dans le neuf BBC, c'est 65 kWh pour les 5 usages par an et par mètre carré. D'accord, bien. Voilà. Donc, tout compris, y compris l'électricité spécifique. Donc, celle qui sert à faire tourner les pompes, la ventilation, etc. Parallèlement à cette rénovation du bâti, il faut penser les systèmes vraiment en même temps et les penser dans l'optique d'une cible à 100% ANR, sinon on n'y arrivera jamais. Si on repousse à plus tard pour des questions de budget cette logique-là, ben on la repoussera indéfiniment, exactement comme on repousse l'isolation thermique des murs extérieurs ad vitam, enfin sine die, quand on fait par étapes, parce que c'est ce qui coûte le plus cher et qui rapporte le moins. C'est ce qu'on se dit et simplement, ça ne marche pas quand on fait comme ça. Voilà. Et puis, ben, ce qu'il faut, c'est prévoir du solaire thermique qui, on le sait, représentera 50% de la chaleur dont on aura besoin. On va produire 50% en solaire thermique. On peut le faire, on sait le faire. Ce n'est pas compliqué et ce n'est pas des sommes astronomiques. Voilà, en conclusion, pensez bien au ballon multi-énergie parce que c'est vraiment la base. Si vous commencez par ça, vous engagez une démarche qui me semble vertueuse. Alors, on va peut-être que tu avais terminé là, Francis, c'est très clair. Oui, On va oui. peut-être demander à Thibaut Dil de présenter ses transparences sur les aides, et puis après, on va reparler sûrement des coûts, combien ça coûte, etc. Je pense qu'on va être sur ces questions-là notamment. Alors, peut-être que Thibaut, tu veux partager ton écran? Ouais, oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si on parle des coûts avant les aides ou si on inverse en effet l'ordre. On parle des aides d'abord. Peut-être. Tu avais fini, Francis, toi, ou tu as encore une partie sur les coûts, toi, peut-être? Je ne sais pas, Francis. Ben, sur les coûts, non, pas particulièrement. Sur quelques infos pratiques, peut-être. Alors, dans ce cas-là, Tu termines alors. Tu termines peut-être. ouais, ouais. Et puis peut-être on fera le lin avec Thibaut dans ce cas-là, oui, effectivement. Oui, Hein. ouais. Dans la rénovation, vous allez rencontrer des contraintes techniques et il ne faut pas se voiler la face. Rénover de façon performante, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut jamais rester tout seul. Il faut vous faire aider. Vous faire aider alors, par l'association Clairlieu Écodéfi si vous habitez Clairlieu, par une plateforme de rénovation énergétique si on est près de chez vous, par Octave si vous êtes de la région Grand Est, éventuellement par des archis ou des maîtres d'œuvre, mais ne restez pas tout seul parce que c'est quasiment impossible si vous n'êtes pas du métier, si vous n'êtes pas très au fait du métier. Même les gens du métier, on voit qui se plantent, donc ne restez pas tout seul. Hein. Ça, c'est la première chose. Deuxième partie, vous aurez des contraintes administratives. Ben là, allez vous faire aider par le CAUE si ça pose problème, notamment pour poser du solaire. Quand vous allez poser du solaire, vous aurez une déclaration d'urbanisme obligatoire, une déclaration préalable au permis de construire. Si ça pose problème, il y a très bons conseils au niveau du CAUE. Ne vous en privez pas. Ils sont vraiment cool. Hein. Voilà. Troisième partie, les contraintes réglementaires. Là, elles sont liées au matériel et aux aides financières associées. S'il y a une difficulté, ou en tout cas renseignez-vous, et là, l'ALEC, les conseillers FR, Octave peuvent tout à fait vous aider, Clairlieu Écodéfi aussi, mais c'est plutôt le rôle de l'ALEC. Alors, lié au matériel, le matériel doit être agréé selon les arrêtés qui correspondent à la liste du matériel correspondant pour que les aides financières puissent être déclenchées. Donc, si je prends l'exemple d'un système solaire combiné, je vais prendre l'exemple d'un coût, d'une fourchette de coûts, et puis Thibaut, tu pourras continuer sur les aides possibles. Si je prends l'exemple d'un système solaire combiné, où on remplace une chaudière, parce qu'on a droit à des aides là, si on remplace, sinon on n'a pas droit à l'aide. Un système avec un ballon comme ça, dans une maison comme Clairlieu, une maison standard, hein, avec des passages normaux, pas de difficultés particulières, mais pas de simplicité particulière. Un ballon de ce type-là avec 4 capteurs, 3 ou 4 capteurs, posés, raccordés, avec toute la régulation et tout ce qui va avec, ça coûte moins de 10 000 € TTC. En tout cas, nous, on le vend moins de 10 000 € TTC. Mais chez certains fabricants, c'est pour ça que je lui donne une fourchette, le matériel, il dépasse déjà 15 000 € hors taxe. Pour la même chose. Donc, certains matériels français notamment. Et donc,
pour un système comme ça, vous pouvez avoir des fourchettes de prix qui vont de 10 000 à 20 000 euros, voire au-delà. 10 000 euros, ça permet aux installateurs de vivre et ça permet d'avoir du matériel de qualité et des installations de qualité. Simplement, il faut que les installateurs soient formés à ça. Donc, avec Octave, on a démarré un cycle de formation à ces méthodes-là, à ces méthodologies-là. Donc, on a déjà fait une formation en novembre, on en refait une en avril et il y en aura d'autres. Donc, ça, nous, on est capable, avec Clearly Éco-Défi, de former des installateurs à ça. Voilà. Alors, sur les aides, si je prends l'exemple du système solaire combiné, on va dire que la chaudière est trop vieille, on la change. Alors, on va avoir un système solaire combiné à 10 000 euros. Et puis, on aura à ça, il faudra rajouter soit une chaudière gaz, au mieux un petit poêle hydro à granulés. Et là, on a 3 000 à 4 000 euros, plus le tubage de cheminée qui peut varier. Voilà, mais ça donne à peu près cet équivalent. Alors, moi, je suis en charge essentiellement du thermique et du solaire thermique. Alors, l'objet de la conférence, c'est se chauffer avec le solaire thermique, c'est le titre. L'objet, c'est de vous montrer, si tant est qu'il est possible de le faire, que le solaire, c'est une énergie propre, décarbonée, qu'elle est bon marché sur le long terme, qu'elle est écologique et qu'elle peut produire la moitié de la chaleur du résidentiel, ce qui est énorme quand on sait que cette